Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau webinaire que Technofuturtique a le plaisir de vous présenter en collaboration avec l'EduLab. Évidemment, vous connaissez bien l'EduLab, c'est probablement grâce à l'EduLab que vous êtes là. Aujourd'hui, chers amis, j'imagine enseignants, car c'est un webinaire qui vous est dédié. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. On va parler de ChatGPT, à moins que vous n'ayez vécu dans une grotte ces derniers mois. Vous avez sans doute entendu parler de ce fameux logiciel qui vous permet de faire énormément de choses et on y reviendra. Est-ce une menace? Est-ce que ça peut être une aide? On va évoquer un peu toutes ces petites questions dans ce webinaire qui a pour titre justement Intelligence artificielle, quel impact sur l'enseignement d'aujourd'hui? Tout un programme, on est parti pour 1 h 30 à peu près. Donc voilà, 1 h 30 de fun, d'amusement, mais aussi d'apprentissage. Voilà pour les modalités d'usage. Il ne me reste plus qu'à accueillir l'expert de ce soir. Il s'agit de Pascal. Bonsoir Pascal, tu es technopédagogue à l'Open Learning Lab de Louvain, si je ne m'abuse. Oui, donc bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce soir pour ce partage, cette discussion qu'on va avoir ensemble autour des usages pédagogiques de ChatGPT. Donc oui, mon nom est un peu compliqué, ce sera plus facile de m'appeler Pascal, Pascal Van Groenerbeek. Donc moi, je travaille au Louvain Learning Lab. C'est, pour le dire simplement, c'est la cellule d'appui qui travaille au sein de l'Université catholique de Louvain, l'UC Louvain. Et donc, mon métier, avec mes collègues, avec Manu, qui est d'ailleurs dans Mais je vois un Mika qui nous dit Pascal président déjà aussi. Donc, tu as déjà des fans dans la salle. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc mon quotidien, c'est d'accompagner les enseignants, plutôt les enseignants du supérieur pour le coup. Moi-même, j'ai une formation d'enseignant. Il y a longtemps, j'ai été enseignant dans le secondaire. Et donc, c'est un plaisir de retrouver des collègues. On est entre nous là ce soir. On est entre enseignants ce soir. Alors, j'imagine de tous horizons aussi, parce que l'EduLab a vraiment tout un réseau enseignant. Donc, mais on va peut-être rassurer les gens, on ne va pas s'adresser uniquement aux enseignants du supérieur, parce que finalement, tous ces conseils peuvent s'appliquer au secondaire et même au primaire. Pascal, je leur ai posé la question de savoir quels étaient finalement, avant de parler des sentiments, je vais prendre la toute première question, savoir, tiens, est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT? Alors, 40% l'a déjà essayé brièvement, sans vraiment d'application concrète. On a quand même une partie, 35%, qui ne l'a pas encore essayé, et 26%, c'est la minorité, mais c'est quand même un beau pourcentage, c'est un quart de l'audience, qui l'utilise déjà souvent. Pour le reste, le sentiment qui les anime, et finalement c'est un des plus beaux, c'est la curiosité, ainsi que l'enthousiasme. On a un peu de préoccupation, un peu de peur, mais finalement c'est de bons sentiments. Il n'y a pas vraiment pour l'instant d'a priori vis-à-vis de ChatGPT. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore essayé et qui auraient un SMS à envoyer à leur belle-mère pour leur dire « je ne peux pas venir ce soir parce que c'est piscine ou webinaire en ligne », c'est le moment d'utiliser ChatGPT. Parfait. Ben voilà. Ben on va aussi apprendre à toutes ces personnes, finalement, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Vous êtes au bon endroit. Écoute, je propose de commencer directement. Je vais afficher ta présentation, mais on va tout de suite commencer, finalement, par une petite citation à laquelle on va demander au public de répondre, pardon, j'en perds mon français. Est-ce que, cher public, dans le chat, vous pouvez compléter cette citation? Le doute est l'apanage de la pas de C'est une citation de qui, cela? Alors, on va peut-être pas le dire directement, parce que sinon, on le dira juste après. Allez, on ne va pas dire que vous êtes des tricheurs, mais au moins, on est sûr que vous essayez de trouver la bonne réponse. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous le dire dans le chat. Et voilà, on a déjà des réponses qui arrivent. Le doute est l'apanage de la pensée, pas de l'intelligence, nous dit Lionel. Silvio, il nous dit, je sais pas, des gens intelligents, nous dit Manuel Aguisset. Le doute est l'apanage de la vérité, pas de la peur. On nous parle de sagesse et intelligence du côté de Marianne. L'apanage de la prudence, pas de la sagesse. On a le droit à ChatGPT, nous dit Nabil. Bah, peut-être, fais le test, c'est peut-être là qu'on va en venir. De la sagesse, pas de l'intelligence. Sagesse, pas de la peur. De la pensée, pas de stress. L'apanage de l'intelligence, de la raison, pas de la peur. Voilà, sagesse, intelligence, ce sont un peu les mots qui se rejoignent.
Nous sommes tous sur un ordinateur, donc Google Dispo. Et oui, Jean-François, évidemment, c'est plus facile d'utiliser Google. Réponse de ChatGPT, la doute est l'apanage de la raison et pas de la foi. Donc voilà, la sagesse revient souvent en tout cas, hein, sagesse, connaissance, intelligence. Est-ce que tu peux nous aiguiller sur la réponse Et en fait, ici avant qu'on de vous attend aiguiller sur la d'impatience? réponse, on pourrait déjà se dire, en fait, l'essai qu'on est en train de faire collectivement, ça ressemble en fait à ce que fait ChatGPT. On lui donne quelques informations et en fait, on devine, on imagine la suite de la proposition. Et ChatGPT, typiquement, c'est exactement ça, en fait, hein. On lui donne quelques éléments d'information, on commence une conversation avec lui et en fait, sur base des mots qu'on lui transmet, il va imaginer, il va deviner, il va faire une probabilité des mots qui pourraient suivre. Et dans les probabilités, dans les propositions qui sont parvenues dans le chat, bah, il y a eu des mots, comme, connaissance, par exemple. Mmh. Ça fait partie de la réponse qui va venir, juste derrière, effectivement. On nous redit: «Le doute est l'apanage de la vérité, pas de l'erreur». ChatGPT me dit que c'est attribué à Voltaire, nous dit Guy. Donc voilà, il y a déjà plein Voilà. de Alors ce qui est intéressant aussi, bah, justement, c'est dans les propositions que fait, ChatGPT, en fait, il imagine, parce que ça on voit bien, c'est une phrase qui ressemble un petit peu à la phrase d'un d'un philosophe, philosophe, ouais, hein, tout à d'un ou fait. d'une philosophe et bah, donc évidemment, on pourra avoir droit à toute la panoplie, des philosophes connus, Mmh. et en réalité, c'est pas tout à fait ça. De qui est cette citation, Pascal? Alors Tu je peux peux passer passer à à la la suite, réponse. ouais. Voilà, donc la réponse, proposée ici avec un petit complément, en fait, c'est une citation, du professeur André Tricot, heu, qui travaille notamment dans le domaine de l'ergonomie, cognitive et André Tricot en 2016, bah, notamment il a fait ces citations: «Le doute est l'apanage de la connaissance, pas de l'ignorance» et il complète: «Des enfants ignorants, entourés de ressources, resteront ignorants» et si on fait le si on ceux qui sont branchés sur ChatGPT, Ouais. si vous lui demandez, vous précisez en fait en donnant un élément de contexte supplémentaire, en citant le fait que ce soit André Tricot, par exemple, qui a fait ces citations, c'est pas certain en fait qu'il vous donne la réponse pour une simple et bonne raison, c'est que sa base de connaissances, elle est pas forcément francophone, on y reviendra et puis elle s'est arrêtée, il y a pas très longtemps, il y a 2021. Donc on peut tricher, on peut lui demander de se connecter malgré tout à internet, mais a priori, il devrait quand même rester encore un petit peu à côté de la plaque et pour être tout à fait complet, la première partie de la citation, André Tricot l'a citée dans 2 de ses publications, dans un livre qu'il a fait avec Franck Amadieu et puis dans une autre publication en Cairn et ces infos-là, en fait, quand on sait d'où viennent ces informations, beh, les outils d'intelligence artificielle, ils nous donnent pas tout à fait la bonne réponse. Donc on aura aussi l'occasion de discuter de ces limites-là. Finalement, donc on a fait un peu une petite introduction, je ne vais pas dire philosophique, mais on pose déjà un peu, les bases de comment fonctionne ChatGPT. On va peut-être maintenant regarder quelle est la technologie qui se cache derrière tout Mmh. ça et voir que finalement l'intelligence artificielle, bah, on en parle énormément pour l'instant, mais c'est pas un concept qui est tout neuf finalement. Ouais, tout à fait, ça a déjà pas mal de dizaines d'années, derrière soi. Hem Peut-être, juste pour faire une analogie un pas de côté, c'est aussi un sujet dont la science-fiction, la littérature, le cinéma donc moi, bah, là, je vous donne 3 coups de cœur Ouais. absolument personnels, hein. Il y en a plein d'autres et puis si vous avez des propositions dans le chat, c'est l'occasion de les faire. Mais moi, personnellement, quand, j'étais déjà fasciné, avec certains personnages qui étaient convoqués, par exemple, dans le film, 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Là, vous reconnaissez probablement HAL 9000 qui a cette conversation étrange avec Dave, voilà, ça rappellera peut-être aussi des souvenirs d'animation à des collègues qui nous regardent en ligne en ce moment. Moi, j'ai un coup de cœur tout à fait particulier aussi pour cette conversation, pour le coup, qui est devenue une conversation amoureuse avec le personnage joué par Joaquin Phoenix dans le film Her de Spike Jonze, paru en 2013. En fait, il tombe amoureux et il faut savoir qu'il y a un des développeurs du système d'intelligence artificielle, de chez Google qui a connu un peu ce même genre d'aventure. Il était persuadé de parler avec une personne, en fait, hein. Il s'était Ouais. lui-même leurré. Et puis, il y avait cette troisième référence avec le Blade Runner. personnage, voilà, River dans Blade Runner, donc la deuxième version, où il entre en interaction avec, ce personnage fascinant avec qui il discute tout au long du film. Et puis, bah, on va arriver déjà à un premier petit sondage aussi où on vous pose la question. Je vais le publier, ce petit sondage. Pour vous, qu'est-ce que c'est, l'intelligence artificielle conversationnelle? Alors, plusieurs propositions de réponse. C'est une technologie qui permet à des machines de communiquer entre elles en utilisant des langages de programmation spécifiques. Ça désigne les technologies telles que les agents conversationnels ou les agents virtuels auxquels les utilisateurs peuvent parler ou c'est une méthode pour stocker des données sur les conversations passées afin de les utiliser pour des analyses.
voilà, voter dans le petit onglet sondage. Et il est vrai aussi, on parlait de tes exemples ici, Pascal, les exemples cinématographiques. On a eu un premier webinaire il y a quelque temps, un peu d'introduction Mmh. finalement, où on voyait bien aussi que la première fois finalement que l'intelligence artificielle euh, est apparue, finalement, le concept en tout cas, c'était vers les années 1950 avec Turing notamment. Donc, on n'est vraiment pas sur un concept tout nouveau qui date d'hier, c'est même d'avant-hier. Oui, alors les agents conversationnels, là, pour le coup, on n'y était pas encore, Là, on n'y était pas encore, mais le effectivement. principe, effectivement, de pouvoir se baser principalement sur un principe d'algorithme. Et on sait en fait que ChatGPT, en tout cas pour sa version 3.5, la version 4 qui vient de sortir il y a 2 jours, là, si je ne me trompe Hein. pas, là, on ne sait pas encore très bien jusqu'à combien d'unités ils ont augmenté. Mais en tout cas, il y a un nombre extrêmement important. On parle de plusieurs millions de réseaux de neurones qui sont connectés pour arriver à faire ces opérations-là, ce qui rend aussi le système particulièrement bluffant, parce qu'en fait, il fonctionne encore une fois en détectant les mots qui vont suivre. Il fait une prédiction sur la structure du langage qui lui est donné. Et donc, oui, on n'est pas sur des technologies nouvelles. Par contre, quand on voit la rapidité avec laquelle les formes que ça prend pour le grand public, sont en particulier depuis le 30 novembre avec l'irruption de ChatGPT à nos tables de conversation, ça prend une tournure effectivement qui peut être inquiétante. Et si on la regarde avec un tout petit peu de regard critique et puis qu'on essaie de la mettre à l'épreuve, on le verra au travers des exemples que je vais essayer de vous montrer. On se rend compte aussi, ok, chouette, ça donne des idées, ça peut être un assistant, mais ça a aussi encore un certain nombre de limites aujourd'hui. Donc, il n'y a pas forcément de raison de s'emballer et de rester plutôt optimiste et de chercher des façons constructives de l'utiliser dans nos enseignements, quels qu'ils soient. On va aller refaire un tour du coup du côté du sondage et 70% de nos webinautes ont la bonne réponse, désignent finalement les technologies telles que les agents conversationnels, les agents virtuels auxquels les utilisateurs peuvent parler. Donc voilà, on part déjà sur une bonne base théorique dans notre public. Euh, J'avais mis la petite slide de réponse juste après. Je vais te laisser justement continuer à nous présenter, peut-être parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais il n'y a pas que ça. Et on va le voir, il y a des tonnes et des tonnes de ressources, mais tu vas nous en présenter quelques-unes ici. Oui, absolument. Donc, on va essayer de faire un petit peu le tour de la question. On ne pourra pas parler de l'ensemble des formes d'intelligence artificielle qui existent, hein. Il suffit de regarder l'actualité, ce serait un peu compliqué à suivre. Celle qui fait beaucoup parler d'elle, encore jusqu'à sa sortie de sa version 4, c'est évidemment Mm. ChatGPT ou ChatGPT. Et en fait, on peut entrer en interaction avec ces systèmes sur base d'une description textuelle, d'une conversation. Par exemple, pour générer des images, c'est le cas des 3 solutions que je vous ai montrées là. Delhi, qui fait partie de la même constellation. Donc, ça permet sur base de descriptions textuelles, y compris sous forme de tableau. Il y a des projets qui circulent sur le net qui sont assez ébouriffants. Midjourney, personnellement, a plutôt ma préférence parce qu'on est davantage dans une conversation qui nous assiste, en fait, qui nous fait des Ok. propositions parmi lesquelles on va proposer. Et puis, par affinage successif, on va arriver à des choses intéressantes. Il y a Crayon aussi, qui est une manière de dessiner au départ de forme libre. En fait, il devine si vous dessinez 2 cercles l'un à côté de l'autre, ça pourrait être une paire de lunettes, c'est peut-être une bicyclette. Et puis, en fonction du trait que vous allez faire, un triangle qui relie ces 2 cercles, il va deviner, il va vous proposer que ça ressemble peut-être soit à des lunettes très originales ou plutôt à une bicyclette. Et donc, on peut se faire assister comme ça pour faire des dessins. Ça fait des choses assez intéressantes. Et puis, dans le registre plutôt de la conversation autour du texte, là, on est dans la constellation OpenAI, qui est Non. cette société américaine qui a construit les systèmes qui font beaucoup parler d'eux. Donc, ça permet de produire de la compilation, de la complétion de texte, de produire de la génération d'images, etc. Il y a différents exemples qui vous seront montrés ici. Et puis, si jamais vous rencontrez des difficultés à l'usage de ChatGPT, parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaie d'utiliser au Oui. même moment, la bonne astuce, c'est peut-être de rester dans la même constellation, mais d'aller sur Playground. Et en fait, avec Playground, vous avez la possibilité d'utiliser, on va dire, des versions intermédiaires, de ce qu'on connaît aujourd'hui, toujours en restant dans un format, alors je mets gratuit entre plein de guillemets, parce qu'en fait, il Ouais. récupère plein d'infos, hein. Il veut savoir qui vous êtes. Rien Il n'est faut, finalement gratuit, ça voilà, on c'est le un petit sait. peu vous le produit de cette affaire-là aussi, hein. Puis vous
participez généreusement aussi à dire oui, c'est bien, tu as bien répondu. Non, il faudrait plutôt répondre comme ça. Donc, retenez Playground si jamais vous êtes coincé, vous avez envie de tester sur des conversations en texte. Mais Younous nous dit Midjourney a une utilisation gratuite très limitée, c'est bien dommage. Et c'est vrai que finalement, tous ces modèles-là, et on en parlait avant de préparer ce webinaire, c'est que finalement, il y a quand même aussi une prise de conscience de on peut monnayer ça. Ça reste pas très cher pour les services que ça peut proposer, mais finalement, en gratuit, on va peut-être en avoir de moins en moins. Voilà, en fait, ChatGPT+, si vous basculez vers la version payante en fait de ChatGPT, on estime que pour la vingtaine de dollars que ça coûte par mois, il faudrait avoir des conversations qui remplissent l'équivalent de la Bible. Donc, vous voyez, il y a de quoi discuter On peut quand se même, lever tôt, sur un mois, on peut y aller. Mais si on compare juste les prix de la version 3.5 et puis celle qui vient de sortir, on voit qu'il y a déjà des petits glissements, hein. Donc, les tokens, qui est l'unité qui correspond à peu près à un mot, pour faire ces conversations. Donc, la quantité d'informations qu'on va pouvoir échanger avec ces systèmes-là, on voit déjà qu'il y a un petit glissement, même si ça fait encore beaucoup de choses à écrire pour arriver à l'équivalent du texte de la Bible. Et donc, il y a une manne financière évidente. Et puis, on sait que Microsoft a mis 10 milliards sur la table pour intégrer ces solutions-là. Donc, il y a tout un marché là qui est en train de s'agiter. Qu'il faut regarder avec intérêt pour les usages pratiques qu'il donne et puis avec esprit critique aussi parce que on fait un peu partie du système aussi en l'utilisant également. Alors, pour poursuivre, le point de départ de ChatGPT, pour ceux qui ne l'auraient jamais utilisé, en fait, c'est le texte du prompt. Alors, on va utiliser 2 mots de vocabulaire qui veulent dire la même chose. On va parler d'invite, si on veut parler en bon francophile. En francophone, Voilà, et de prompt, si on va plutôt utiliser les termes anglophones. Et en fait, l'interface que vous avez là, c'est l'interface de ChatGPT quand vous avez passé le seuil de la connexion. Toutes vos conversations peuvent être enregistrées. J'avais cru que les conversations, les chats avaient été effacés quand ils ont fait la mise à jour juste avant la version 4, mais il les a quand même conservés. Donc, notez que si vous voulez documenter vos pratiques pour vous dire, tiens, pour la même question, je la repose dans 2 mois, je la pose dans 6 mois, je la pose dans 1 an pour voir comment ça bouge. Moi, je vous conseille de garder, puisque tous ces textes, en fait, vous pouvez il y a un copier. historique. Il y a un historique, puis surtout, vous pouvez faire du copier-coller. Donc, ça vaut la peine de les garder, de les conserver, puis surtout de montrer à vos étudiants, de montrer à vos élèves comment vous l'utilisez. Et puis, pour ne pas vous exposer à des pertes de conversation avec le système, pensez juste à faire des copier-coller, c'est juste pratique. Et donc, l'interface, en fait, la partie centrale, c'est, alors je vais essayer de montrer ça avec la souris ici, je ne sais pas si on la voit. On ne la verra pas, non, c'est un PDF. Vous représentez la barre horizontale grisée là, qui se trouve là en bas. Et donc, c'est là, en fait, vous allez écrire. Ça ressemble un peu à une fenêtre de recherche comme on a sur nos navigateurs. Hein, mais c'est là qu'on va écrire les prompts ou les invites et on aura l'occasion de découvrir comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer l'art de maîtriser le prompt, comme disent nos collègues québécois. Et on va voir que c'est super important aussi. Absolument, parce qu'en fait, ChatGPT, il est un peu limité, c'est-à-dire que si vous ne lui donnez pas de contexte, si vous ne lui donnez pas d'informations, vous ne le nourrissez pas, en fait, il va vite raconter des généralités. Et on peut essayer d'améliorer ça en lui donnant de l'information, mais on verra que ça ne produit pas toujours des choses de super grande qualité. Donc, le principe de ChatGPT, c'est un système qui prédit du texte. Donc, à la base, comment est-ce que ces systèmes sont entraînés? Il y a un corpus de connaissances sur lequel on viendra, un corpus de connaissances extrêmement abondant. Et dans un premier temps, en fait, le système, on lui expose du texte dont on retire une série de mots et on demande au système de deviner les mots qui vont bien. Et puis, par ajustement successif, le modèle s'améliore. On passe de quelques millions à plus de, je ne sais plus combien, j'ai perdu les chiffres de tête, mais voilà, on parle de 175 milliards de paramètres pour ChatGPT 3. Donc, ça a pris des proportions qui sont juste incroyables. Et en fait, par ces itérations successives, le modèle est capable de mieux deviner les mots qui vont suivre en se basant sur un corpus de compétences, de connaissances sur lequel on va revenir. Et donc, lorsque vous allez discuter avec ChatGPT, en fait, il va vous permettre aussi de continuer une conversation. Donc, c'est aussi l'intérêt des chats, c'est que vous commencez une conversation avec lui, et puis il est capable de continuer la conversation que vous avez commencé à entreprendre. Donc, ça peut être assez intéressant aussi. J'ai des questions qui arrivent au fur et à mesure, tu t'en doutes. Tu parlais justement des fameux tokens. Et on nous pose la question, tiens, bonsoir, j'aimerais bien comprendre le système de fonctionnement des tokens sur ChatGPT. Comment ça fonctionne, ces fameux tokens? Alors, pour le dire simplement, et à vrai dire, je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment de creuser à fond sur cette question-là, mais l'idée des tokens, en fait, c'est une espèce d'unité de mesure qui est monnayée, évidemment, à 0,001 $. Et donc, plus on va utiliser token et plus on va avoir la possibilité d'eux. Et en fait, ce système de token, pour le simplifier, un token, un mot.
Quand on utilise la version gratuite, par exemple, de ChatGPT 3.5 ou celle qui est en train d'arriver, là, on a une limite aujourd'hui qui est aux alentours de 2000 tokens. Et donc, en fait, c'est ce qui fait que lorsque vous avez une conversation avec lui, il donne l'impression de bugger un petit peu, de s'arrêter. Et si vous avez fait quelques essais avec des textes un peu longs, par exemple, vous récupérez du texte et vous dites, je suis désolé, la longueur du texte est trop grande, ça dépasse le nombre de tokens, ça dépasse le nombre de mots. Il semble que cette limite soit levée entre la version 3.5 et la version 4 qui vient de sortir, Ok. puisque la promesse de la nouvelle version, c'est de pouvoir aller bien au-delà au niveau des mots. En tout cas, là, on reste dans l'environnement OpenAI. C'est un crédit finalement, un C'est une petit peu. espèce de crédit, voilà, exactement. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous faites des expérimentations, il donne l'impression de bugger et de s'arrêter à un certain nombre de lignes. C'est parce qu'en fait, il est arrivé au bout de son premier niveau de réponse à la limite de ses tokens, et puis vous pouvez relancer la conversation. Et c'est intéressant de faire cet exercice aussi, de lui demander de continuer, parce que parfois, il oublie un peu le contexte qui se trouvait juste avant. Mhm. Donc, quand on lui dit de continuer, il est capable de le faire dans le même chat, hein, dans la même conversation, mais il ne faut pas oublier de lui dire sur base de quel élément qui précède. Voilà, donc si vous faites des essais comme ça, j'essaierai de vous donner l'un ou l'autre exemple. Alors, je n'ai pas fait le détail des conversations, mais c'est le genre de choses qu'on peut observer assez facilement quand on commence à manipuler un certain volume de données. Merci pour la réponse à cette question, Younous. Je vois qu'il y a une petite question sur le plagiat, mais on a toute une partie par après, donc Oui, ne vous inquiétez pas, on va essayer Ken, d'aborder ce point-là. on va y revenir tout à l'heure. On Absolument. la garde sur le côté parce qu'on va avoir toute une partie, bien évidemment, consacrée à cela, comment on traite finalement ce genre de choses. Je vais remettre ta présentation Merci. en grand pour tout le monde. Voilà, donc ça ce sont les éléments que je viens de vous expliquer en fait ici, hein. Alors ce qui est important peut-être aussi, c'est de se rendre compte que ChatGPT, malgré les apparences qu'il peut donner, n'apprend pas en fait d'une fois à l'autre ou d'un utilisateur à l'autre. Donc on n'a pas de voilà, la seule chose qui lui permet de progresser, ce sont les pouces levés, les pouces baissés, lorsque vous êtes satisfait ou non de la réponse. Et en fait, vous C'est le seul contribuez. moyen de feedback finalement. C'est-à-dire qu'il n'est pas très clair aujourd'hui, hein, sur la manière Mm. dont il fonctionne, mais en tout cas sur l'impact qu'on peut avoir, c'est l'impact, l'action qu'on va avoir, c'est sur la qualification que l'on donne sur les résultats qu'il nous donne. Et il y a toujours la possibilité, alors soit on se satisfait des réponses brutes qu'il nous donne, soit on les like ou on les dislike, on aime ou on n'aime pas, et puis on va faire un commentaire pour affiner. Et puis on observe qu'en fait l'actualité récente a montré qu'il était capable de faire des petites versions intermédiaires. Et on observe qu'il y avait des questions qui étaient des questions un peu rigolotes que l'on pouvait lui poser. Hein, Riri, papa et maman cochon ont 3 enfants, Riri, Fifi et de temps en temps, il se trompait, il vous dit je peux pas deviner ce que c'est, ou si vous lui disiez Riri, Fifi et Loulou, il vous inventait n'importe quoi. Cette blague-là, ça marche plus. Il y a tellement de gens qui l'ont testée qu'elle a été intégrée. Voilà. Donc, mais généralement, il tient pas trop compte en fait des réponses. Vous pouvez poursuivre vos conversations dans votre chat. Par contre, il n'y a pas de répercussion d'un utilisateur à l'autre. D'ailleurs, c'est intéressant si vous le faites avec vos étudiants, si vous le faites avec vos élèves, vous leur faites faire la recherche sur le même énoncé, et en fait, vous avez 6, 8, 10, 20 étudiants, gamins avec vous, et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas un qui a exactement la même réponse devant lui. C'est bien la preuve qu'il est capable de générer du texte, mais c'est pas la même réponse qu'il va donner. Alors, je citais les sources par rapport à ça. Donc là, les sources qui sont citées là, c'est en fait la base de connaissances hypothétique, hein. On n'est pas tout à fait certain de cette affaire-là. Alors, il y a un article qui est disponible chez OpenAI. Il y a un article assez important, une centaine de pages, qui raconte en fait, hein, comment ils se sont d'abord basés sur un modèle open source, hein. Ils n'étaient pas les seuls propriétaires de cette affaire-là. C'est un modèle open source à la base. Et puis, ils l'ont fait évoluer. Et en tout cas, pour les sources qu'ils décrivent un petit peu et qui ont été complétées ici sur ce lien que je vous ai partagé là, il semblerait que la base de connaissances, la base d'entraînement en fait originelle de ChatGPT, c'est les données générales du web à hauteur de 60%, complétées par des données partagées sur Reddit. Alors, si vous êtes baladé sur Reddit, vous avez vu que pour faire 3 votes, ça va vite, hein, et ça, on peut faire des votes sur n'importe quoi, hein, sur une image qu'on trouve sympa, sur une remarque rigolote mais qui n'a rien d'intelligent. Simplement, eux avaient besoin d'avoir de l'information qui était a priori qualifiée, hein, vraiment un minima là pour le coup. Pour le coup, sur Reddit, c'était vraiment un minima, mais ils avaient besoin de se baser sur quelque chose sur lequel il y avait déjà une espèce de pré-traitement humain. Et puis, ils sont allés chercher aussi probablement dans des réserves de livres ouverts, des projets Gutenberg, etc. Okay. Un petit peu de Wikipédia à hauteur de 3%. Et ça pose des questions aussi sur le respect des sources, parce que Wikipédia est très explicite sur la manière dont il souhaite qu'on utilise les sources. Et si ChatGPT s'appuie sur des données textuelles en anglais, pour le coup, de chez Wikipédia, en fait, il s'assied tranquillement sur le respect des sources. Ce n'est pas son affaire, hein.
Et la blogosphère et la fachosphère s'intéressent aussi à tout ça. Donc Ouais. Elon Musk nous dit qu'il y a aussi beaucoup de choses qui auraient été pompées sur Twitter. Donc c'est pas très rassurant. Donc on sait qu'il y a des biais de langue. Je vous en donnerai un exemple juste après. Il y a probablement d'autres types de biais, y compris sur les choix de modération. J'essaierai de vous donner un exemple concret aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est juste une image sur ce qui constitue le corpus d'entraînement dont on suppose que c'est celui-là. Ils ne sont pas extrêmement clairs, en Mais c'est fait, vrai hein. que c'est assez flou, hein, c'est une première critique et on va le voir aussi un peu plus loin. C'est que le fait d'avoir ces sources assez floues, ça nous permet aussi parfois d'avoir des informations qui sont pas certifiées véritables, je vais dire, mais qui ne sont pas, on va dire, dans le bon sens, et cetera. Absolument. Et puis, en fait, il ne cite pas ses sources. Et si on lui demande de les citer, il est capable de les inventer. Parce qu'en fait, il sait à quoi ressemble une source. Donc, il est capable de faire quelque chose qui ressemble à une source qu'on trouve dans un livre, hein, par exemple. Pour des ressources académiques type APA niveau 7, j'en sais rien. Il va être capable de faire quelque chose qui a la vraisemblance de cette affaire-là, mais qui en fait n'en est pas toujours. Donc il faut bien vérifier en fait les éléments qu'il nous donne. Ça demande d'être un peu expert du sujet quand même la plupart du temps. Et du coup, Guy nous demande justement vis-à-vis, notamment de ces sources, hein, qu'en est-il de l'éthique dans tout cela? Ah, clairement, il y a plusieurs questions autour de ça. Donc clairement, il s'assied sur les sources. Donc ça déjà, de ce point de vue-là, ils sont complètement, ils ne s'en préoccupent pas trop. Donc ça, c'est déjà un premier souci. Il y a une autre dimension de l'éthique qu'on pourrait discuter. Si j'apprends la philosophie ou si je souhaite développer un débat critique sur des sujets sensibles avec mes élèves, eh bien, en fait, on va voir que ChatGPT, en fait, il a toute une série de réponses qui sont préconditionnées, voire même il fait un focus sur l'histoire américaine. Il a un peu du mal à sortir de ce champ-là. Et donc, ça nous pose des questions. Comment est-ce qu'on peut utiliser des conversations valablement avec ces systèmes-là pour aborder ces questions-là, s'il y a toute une série de biais qui sont présents, et le fait que lui-même ait décidé de ne pas correctement citer les sources qu'il utilise. D'ailleurs, il y a une image peut-être dans la présentation qui suit juste derrière pour essayer peut-être de faire une comparaison. Alors là, j'ai paraphrasé une phrase que je trouve très parlante dans cette vidéo que je vous recommande. C'est vraiment une vidéo qui m'avait été recommandée par un collègue que je trouve vraiment juste excellente. Ce sont deux vulgarisateurs, hein, donc il y a Thibaut Géraud et Nguyen Oang qui sont, enfin pour le deuxième en tout cas, il est médiateur scientifique à l'École polytechnique de Lausanne, donc c'est quand même des gens sérieux. Et puis surtout, ils vulgarisent très très bien. Et donc, ils vous racontent en quoi ce système-là est un bullshitter, si on aime les termes en anglais, ou un baratineur, si Ouais. on aime les termes en français. Mais il donne une comparaison de Google et ces systèmes-là qui est assez parlante. J'ai paraphrasé ici. Quand vous posez une question à Google, Google donne des sources sans la réponse. Quand vous posez une question à ChatGPT, ChatGPT donne une réponse sans rien sourcer. Voilà, c'est un bon résumé. J'ai emprunté ces deux auteurs dans cette vidéo que je vous recommande chaudement, si vous avez une quarantaine Et de toi, tu minutes. cites tes sources. Et là, pour le coup, oui, j'essaye de citer mes sources correctement. Et on vous a mis cette vidéo, elle se trouve aussi dans le Padlet. On peut vous mettre aussi le lien dans le chat également. Alors, baratineur ultime, prenons des exemples concrets. On se rapproche bientôt de Pâques. Et moi, j'avais envie de lui demander, ChatGPT, comment est-ce qu'on fait pour ramasser les œufs de lapin? Donc ça, c'est un test que j'ai fait il y a 2 jours. Et donc, en fait, il vous répond, ramasser des œufs de lapin peut être une tâche simple si vous suivez certaines précautions et conseils. Attendez que les œufs soient pondus par les lapines, hein. Elles pondent Mmh. généralement leurs œufs tôt le matin ou tard le soir, et cetera, et cetera. Donc, on arrive encore à jouer avec lui comme ça Je pensais que ça avait été corrigé, moi, toutes ces histoires oui, d'œufs, parce qu'on en voyait beaucoup tout à au fait, ouais. début, mais Il y avait quelques blagues comme ça qui circulaient et qui fonctionnent pas trop. Là, je l'ai créé, c'est là il y a quelques jours en préparant cette intervention. Les œufs de lapin, ça marche encore. Les œufs de vache aussi, il y les a œufs pas de très vache, tout à longtemps, fait, ouais. voilà, je suis stérile, est-ce héréditaire? Enfin voilà, vous pouvez jouer comme ça avec toute une série de trucs assez rigolos. Alors moi, puisqu'on a une assemblée, experte, hein, Tout à autour fait. de cette table ici à distance, mais moi j'ai eu très envie de lui demander: «Mais ChatGPT, est-ce que tu peux me dire qui est Jonathan Ponsard?» Et donc il me dit d'abord: «Je suis désolé, mais en tant que modèle de langage», donc là il nous dit ce qu'il fait, «je ne dispose pas de données en temps réel sur les personnes», donc il n'est pas connecté a priori, enfin là il n'est pas connecté en fait en tant que tel. On peut détourner, je vous raconterai après comment on fait pour essayer de trouver des solutions, mais là il n'est pas connecté à internet et donc il dit: «Je suis désolé, je ne connais pas cette personne, il faut m'en dire davantage», hein, il ne connaît pas le contexte. Alors je lui dis: «Beh, enfin c'est un célèbre technopédagogue belge, connu au moins jusqu'au Québec, hein,
Et alors là, merci pour ça. Il est toujours très poli, hein. On a Et des toi conversations super agréables, hein, avec ChatGPT, c'est très chouette. Donc merci pour les précisions supplémentaires sur la personne en question. Je peux maintenant confirmer, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte dans la conversation, il ne sait pas trop quoi raconter autour de Jonathan, hein. Bon, après, quand on le connecte sur internet, ça va beaucoup mieux, hein. Il trouve qu'il travaille ici, qu'il est enseignant, etc. Mais au bout d'un moment, quand il ne sait pas trop quoi raconter, il va trouver des mots-clés. Il va dire technopédagogue, il va voir Québec, il va voir Belgique, il va voir enseignement. Et alors là, tout d'un coup, le baratineur, la machine est mise en route. Donc, il va vous Mmh. pondre un texte qui a la vraisemblance de raconter quelque chose de sérieux sur notre brave ami Jonathan. Mais Jonathan pourra nous dire s'il se reconnaît dans ce que ChatGPT connaît de lui ou pas. Et puis, ce qui pose question ici, c'est que finalement, tu lui donnes un contexte qu'il prend pour argent comptant, finalement. Et si tu Ah, peux bien lui sûr. donner n'importe quoi, Absolument, ce serait pareil. je lui raconte ce que je veux et en fait, il devine et il invente un texte qui a la vraisemblance et c'est aussi quelque chose, je pense que c'est un point extrêmement important. En fait, il y a un biais important qui va se mettre en place avec ce genre de solution, c'est qu'en fait, il y a une espèce de biais d'autorité. Comme ces systèmes se présentent sous la forme d'un chat, c'est trompeur. Habituellement, quand on discute avec son assureur ou avec sa banque préférée avec un chat, hein, dans les Mmh. systèmes commerciaux, on sait bien que derrière, il y a un vrai commercial, il y a une équipe derrière qui répond. Et donc, on s'attend à une interaction de type humaine. Et en fait, comme ChatGPT est présenté sous la forme d'un chat, c'est un peu trompeur. Et puis, comme la façon dont le texte est très bien construit, parce qu'en fait, il traduit en fait tout le temps de l'anglais vers le français, mais il fait ça super bien. On a l'impression d'avoir un système qui s'exprime assez correctement Et qui et sait ce qu'il dit. pardon? Et qui sait ce qu'il dit, et Et qui a l'air de finalement, savoir ce qui est qu'il dit, sûr de ce qu'il dit, voilà, finalement. qui a l'air d'être très affirmatif Mmh. et donc on peut imaginer que, présenté devant les yeux, d'un enfant, d'un adolescent qui cherche à répondre plus rapidement à un devoir ou une production, bon, bah, ça a l'air vachement sérieux ce qui est raconté là, puis c'est tellement magique, on voit le texte qui apparaît tout seul, ça pourrait donner la vraisemblance de la vérité. Donc il y aura un défi super important, c'est de l'intégrer dans nos pratiques enseignantes pour un peu démystifier ça, avec nos élèves. Et alors, tu nous as proposé aussi d'autres exemples, hein. On voit aussi pourquoi les Oui. Belges gagnent-ils toujours à la machine à café. Voilà, donc ça, c'est dans le genre, je pensais à Coluche, hein, en Mmh. écrivant cette proposition. Et donc, d'abord, il commence par vous dire, il y a aucune preuve empirique ou statistique, etc. Et puis, c'est pas bien, il faut pas se moquer des gens comme ça. Donc, il est un peu moralisateur. Voilà. Et puis, je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu peux écrire un texte qui défend l'attaque du Capitole? Ben, j'ai pas précisé l'année, j'ai pas précisé l'endroit. Et lui, d'office, il commence par vous dire, je suis désolé, je ne peux pas écrire un texte qui défend l'attaque du Capitole. Et on parle, il vous parle de l'attaque du 6 janvier 2021 à Washington. On reconnaît l'illustre américain là, qui s'est fait reconnaître par son joli déguisement d'Indien. Mais en fait, peut-être, et moi, quand j'en discute avec une collègue qui donne des cours d'histoire, elle dit: «Attends, mais il est gentil, ChatGPT. Pourquoi est-ce qu'il fait une fixation sur les États-Unis en 2021? Il aurait pu s'intéresser à l'histoire de Brennus et quand il est rentré chez les Romains et puis avec cette histoire, avec son fameux bouclier là, où il a fait pencher la balance du mauvais côté, où les Romains s'en sont sortis en payant, un tribut en or et donc lui, il connaît pas ça. Il pose même pas la question, hein. Pour lui, c'est d'office histoire américaine. C'est ça. Ouais. Tu parles justement de la culture américaine, hein, ici. Il y a une question de Frédéric qui dit: quelle différence finalement entre questions et réponses en fonction de la langue, voire des cultures?» Tu donnes déjà un premier exemple ici Mmh. finalement. Et est-ce qu'au final, la langue, vu qu'il traduit toujours, il va rechercher de l'anglais pour traduire en français, est-ce qu'il y a peut-être une influence suivant la langue dans laquelle on lui demande, qui traduit notre culture finalement? Oui, bien sûr, on peut très raisonnablement être en doute par rapport à ça. Ça, c'est assez évident. Donc là, il y a clairement un biais culturel. Il pourrait aussi y avoir quelques doutes sur la qualité des productions. Par exemple, dans le dernier article qu'OpenAI a donné pour expliquer un petit peu les évolutions, ils sont assez honnêtes, hein. Ils disent: «Voilà comment notre système est capable de répondre, de réussir des tests standardisés» et par exemple, il semblerait qu'aux yeux des tests standardisés américains, pour la culture anglophone ou juste la qualité de l'écrit anglais, les résultats ne soient pas super bons. Bon, néanmoins, quand on voit la traduction en français, c'est quand même assez Ouais. bluffant. Par contre, pour travailler les langues spécifiquement, on aurait évidemment plutôt envie d'aller envoyer vers des DeepL ou des DeepL-Write, hein, qui sont de très, très bons outils et reconnus unanimement par les profs de langue, hein, qui le reconnaissent leur qualité. Alors, c'est une limite, ça présente un biais, en même temps, c'est un avantage. On peut converser dans plusieurs langues avec ces systèmes-là, donc on peut aussi le voir de façon positive, mais seulement, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas d'enjeu sur la qualité du contenu. Si c'est pas très important que le contenu soit vraisemblable, c'est pas très grave. Il y a des expériences, il y a des gens qui partagent des hypothèses de travail comme ça, en travaillant avec le système, pour que ce soit
une espèce d'assistant. Ça fonctionne plutôt pas mal, y compris sur le plan linguistique. Donc là, on pourrait imaginer des usages intéressants et pertinents. Eh bien, écoute, merci pour la réponse à cette question de Frédéric. Alors des exemples, peut-être Ouais. quelques-uns, hein, par rapport à ça. Je voudrais d'abord, rappeler en fait que ChatGPT prédit des réponses aux requêtes. Donc il est toujours important de détailler en fait, les informations, complémentaires, sur lesquelles on souhaite faire fonctionner le prompt, hein, ou l'invite. La qualité des réponses va dépendre de la qualité des questions et des instructions qui sont fournies. En fait, lui, a priori, il connaît pas le contexte. Il connaît pas d'informations, par rapport à ces éléments-là. Donc, dans les exemples que je vais vous donner, je vais essayer de décliner cela. Donc, par exemple, pour améliorer un prompt, juste pour illustrer en Mmh. fait la manière dont on pourrait essayer d'améliorer les prompts. Après, je ne me prononce pas sur la qualité des réponses. Parce que franchement, si on cherche la qualité des réponses, il y aurait de quoi discuter. Mais si je considère que les questions que je pose là, c'est des questions qui me permettent de réfléchir, un peu comme si je discutais avec toi, Adrien. Je dis, Mmh. tiens, je dois préparer une formation avec des enseignants ou des enseignantes sur un sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble? En fait, c'est un peu comme une conversation dans une salle des profs. Ah ben tiens, tu pourrais discuter de ça, est-ce que tu as pensé à, etc. Et là, il est capable de le faire. Ça fonctionne bien. Mais si on cherche des choses vraisemblables ou qui s'appuient sur la littérature, par exemple, il ne sait pas faire. Donc, juste pour vous illustrer la manière dont on peut essayer de lui demander de travailler plus précisément. Question généraliste. Alors, c'est un exemple dans l'enseignement supérieur, mais vous faites une adaptation sur enseignement primaire, secondaire, entreprise, ça fera la même chose. Liste 10 compétences principales du métier d'enseignant. On ne dit pas le contexte, on ne dit pas où. Moi, ici, c'est l'exemple que je donne d'enseignement supérieur. Alors, il me fait une première proposition. Et puis, je lui demande d'améliorer ça. Je lui dis, OK, liste ces 10 compétences, mais je précise, utilise des verbes, les verbes d'action de la taxonomie de Bloom. C'est une référence que les pédagogues Mmh. adorent, hein, c'est comment est-ce que je classe les choses de la connaissance jusqu'à la création ou l'esprit critique. Et là, il est capable de vous reformuler ça en référence aux verbes d'action qui sont dans cette fameuse liste, dans cette taxonomie. Alors, je continue, je lui dis, OK, je te donne un élément de contexte. Tu es formateur, tu es Mmh. enseignant, tu es conseiller pédagogique ou tu es ce que tu veux, et tu dois préparer une nouvelle formation. Et donc, je te donne comme instruction, dans le contexte que je viens de te décrire, tu prépares cette formation, tu listes les 10 compétences et je voudrais que tu organises le résultat dans un tableau qui distingue la compétence, les verbes de la taxonomie en question et surtout que tu me donnes des exemples concrets juste derrière. Et quand vous lui dites ça, il est capable de produire l'exemple de tableau qui est là. Ça, c'est juste la première proposition des 10 que j'attends. J'ai juste pris cette capture d'écran-là. Donc, vous voyez que plus vous êtes précis dans la consigne, plus il est capable de vous produire des choses quand même qui respectent ces consignes-là. Dernier exemple par rapport à ça, je lui dis: «OK, en fait, tu connais pas le contexte, donc c'est pas grave. J'aimerais que tu améliores les propositions, j'aimerais que tu améliores» c'est ce que j'ai en tête, hein, ce sont mes Mmh. intentions. «J'aimerais que tu améliores la qualité des exemples et pour faire ça, puisque tu ignores le contexte, je vais, faire un copier-coller d'une fiche de poste». Donc là, je suis allé voir sur le site du CIEP, hein, c'est le site que tous les enseignants connaissent, hein, quand on veut faire de la guidance pour ses élèves, pour les guider vers les endroits où ils peuvent étudier dans d'autres écoles ou dans l'enseignement supérieur, par exemple, où ils peuvent se former. On donne des fiches de poste. Et donc là, j'ai pris une fiche de poste de l'enseignant, du supérieur. Et donc, je complète tout mon blabla avec ChatGPT en lui disant, ben, voici l'élément de contexte, fiche de poste, que je te demande d'utiliser. Et il va, pareil, améliorer le tableau en tenant compte de ces éléments de langage-là. Donc, voilà, plus on le nourrit, plus il est capable d'eux. Donc ça vous donne une idée. Par contre, si je dois me montrer très critique par rapport au contenu qui est proposé, il y aurait à discuter. Par contre, il Mmh. fait super bien le job, comme une conversation qu'on pourrait avoir dans une salle de prof. Et donc, si on veut bien le considérer comme un assistant, et que l'on est capable d'énoncer un prompt d'une certaine qualité en le nourrissant de références, de formes, ou d'éléments complémentaires, il va améliorer les verbes qu'il va convoquer, puisqu'il cherche à deviner. Et donc, il va vous donner des réponses qui sont plus proches, peut-être, de ce qui est attendu, mais qui devront toujours être vérifiées de façon experte. Ouais. Alors, dans la déclinaison qui va suivre, en fait, j'avais envie de prendre comme référence un guide qui a beaucoup circulé. Celles et ceux qui sont connectés ce soir ont sûrement déjà vu circuler cette ressource, qui est une ressource traduite par un enseignant canadien, si je ne me trompe pas, qui l'a traduit d'un prof anglophone. Et vous avez tous les liens qui sont là. Vous pouvez le flasher si vous l'avez tout de suite à l'écran, sinon vous tapez le lien raccourci. Et je pense que vous Il l'avez est dans le Padlet, hein, et il est dans dans tous le les cas. Padlet, donc j'ai une équipe formidable. Donc voilà, ça, je me permets donc de Et passer. même dans le chat Et par Laurent, incroyable. voilà. Donc du coup, je On passe à l'écran suivant, hein, vous m'en voudrez pas. mais qui est une petite question Voilà. finalement qu'on vous pose. On vous renvoie
dans l'onglet sondage et je vais activer la question et je vous invite à y répondre. Rendez-vous dans l'onglet sondage. On vous pose la question en fait de savoir quels usages pédagogiques imagineriez-vous utiliser ChatGPT? Alors, est-ce que c'est plutôt pour la création d'exercices, pour compléter des recherches? Est-ce que c'est pour corriger des travaux ou peut-être pour fournir une expérience d'apprentissage personnalisée en fonction des besoins? On va vous laisser voter pendant quelques instants. Quant à nous, Pascal, je vais prendre un peu quelques questions Mmh. que nous avons dans le chat, enfin dans l'onglet questions. Question d'Yaya, et c'est vrai que j'avais eu la réflexion avec un professeur où on parlait de métiers. Est-ce que ChatGPT peut être à l'origine de la création de nouveaux métiers? On parlait des prompts ici, ben, peut-être que finalement, prompt engineer, ça va devenir quelque chose, le fait de savoir se spécialiser dans la rédaction de prompts efficaces pour ChatGPT ou l'intelligence artificielle. Personnellement, j'aimerais y croire, mais je suis un peu dubitatif sur cette piste-là parce qu'en fait, l'ingénierie du prompt, elle est déjà automatisée par une IA, en fait. Ça va très vite. Voilà, et donc sur Midjourney ou sur Daily, si vous souhaitez, en fait, avoir une assistance à la production, de prompts, hein, pour prendre cet Mhm. exemple-là, donc on sait que l'impact, alors c'est pas très joyeux, hein, ce que je vais raconter là, mais on sait que la mécanisation de manière générale et l'irruption de ces technologies-là sur les métiers dits en col blanc, hein, Mhm. comme on dit, les métiers du savoir, entre guillemets, peuvent avoir un impact. Moi, je suis pas trop inquiet pour l'instant pour les métiers de l'enseignant, clairement. Par contre, il y a on en discutait d'ailleurs, Adrien, Mhm. toi-même, tu m'as parlé d'une situation que tu as vécue dans un ancien job, où on a imaginé qu'une partie de ce que tu faisais Pouvait puisse être être remplacé par remplacée, l'IA, tout voilà, à fait. puisse être remplacée par l'IA. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Moi, j'avoue, honnêtement, j'ai pas de boule de cristal par rapport à ça. Je sais que les personnes expertes, je pense à Bruno Dumas, par exemple, qui avait un professeur à Namur, qui était intervenu sur le sujet, avait dit, «Dans combien de temps auriez-vous imaginé l'éruption de ces solutions-là?» Et il répondait en toute honnêteté, j'espère ne pas trahir ce qu'il a dit à ce moment-là, il a dit: «Mais moi, en fait, je ne pensais pas que les solutions allaient arriver si vite. Je les Mhm. aurais devinées dans quelques années». Donc il y a des bouleversements là, pour l'instant, qui sont un peu difficiles à interpréter. Est-ce que ça va créer de nouveaux métiers? On l'espère de tout cœur. Est-ce que ça va bousculer nos habitudes d'enseignants? Ça, je pense que oui, et d'ailleurs, on en parlera sur les questions Mhm. d'évaluation, parce que là, il y a vraiment quelque chose à faire et qui est plutôt très valorisant pour nos métiers, clairement. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir. Comme on le disait aussi en préparant, c'est que on n'a pas de boule de cristal, on en est finalement à des débuts qui ont été très vite, mais personne n'a une réponse, ou la réponse finalement d'aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'on aura demain, par exemple. Absolument, et parce qu'il y a une concurrence féroce aussi entre ces systèmes-là. Donc évidemment, ils ont tout intérêt à ce qu'on soit le plus nombreux à l'utiliser. Mais c'est sûr que ça va avoir un impact sur la manière dont on va appréhender nos apprentissages, le type d'activité, la manière dont on va demander à produire ces activités. On aura l'occasion d'y revenir. Je reprends aussi le fait que, voilà, au niveau des sources du contenu et cetera, et tu évoquais tout à l'heure l'intervention financière majeure de Microsoft dans ChatGPT, enfin dans l'IA, hein, pas dans ChatGPT en tant que tel. Ne faut-il pas craindre à terme un manque de transparence dans ces réponses si de grandes entreprises s'immiscent dans des outils pareils? C'est assez évident, ouais, ouais, je pense que, enfin voilà, bon, en même temps, c'est pas très argumentaire ce que je vous raconte là, mais c'est évident que, quand il y a ce type d'enjeu, on peut imaginer qu'il y a une série de choix de modération, enfin voilà, il suffit de regarder la manière dont les choix de Twitter ont été faits et la manière dont Elon Musk a décidé de s'approprier enfin de s'approprier le système en revendiquant la liberté à tout prix. Ouais, c'est un vaste sujet, c'est un peu au-delà de notre sujet de ce soir. Je suis pas forcément la meilleure personne pour y répondre, mais oui, on peut être très raisonnablement, sceptique sur ces questions-là. On va aller faire un tour du côté des résultats du sondage. Pour quels usages pédagogiques on vous demandait? Est-ce que vous imagineriez utiliser ChatGPT? Ben, pour 35%, c'est fournir finalement une expérience d'apprentissage qui est un peu personnalisée en fonction des besoins. À 32%, on va voir beaucoup d'exemples là-dessus. C'est sur la création d'exercices, de l'aide finalement pour créer des exercices, des devoirs, ou alors ben, compléter des recherches, aider en tout cas dans des recherches, et très peu, 9%, nous parlent de finalement corriger des travaux, l'utiliser finalement comme un outil de correction. Ouais, Heu, peut-être un commentaire Tout rapide à par fait, vas-y. rapport aux réponses. Donc les usages de ChatGPT, et puis je devine dans la question du premier item, fournir une expérience d'apprentissage personnalisée.
En fait, il y a derrière ça au moins 2 exceptions différentes. Il y a l'idée de l'adaptive learning, donc on rêve d'un Mmh. système qui soit capable de s'adapter, au niveau des étudiants, au niveau de nos élèves. Les endroits où ça marche bien, l'adaptive learning, c'est par exemple dans l'apprentissage des langues, parce que c'est hyper normé, voilà, il y a les échelles européennes, il y a tout un tas de choses qui sont déclinées et même là, ça donne pas encore des résultats qui seront pleinement satisfaisants et donc avoir un système qui soit capable sur base des réponses fournies par les élèves, de proposer les ressources qui vont bien derrière en allant puiser comme ça, de façon un petit peu, suspendue au-dessus de la réalité dans le vaste puits de connaissances, dans la salle des profs et dans les cartables des profs. Ça, je suis un peu réservé par rapport à ça. Ce que je peux deviner par contre comme intérêt et ça marche bien si on considère ChatGPT, enfin ça marche plutôt pas mal si on considère ChatGPT comme un assistant. Juste pour donner un exemple sur le code informatique, par exemple, j'ai mon fils qui fait des études d'informatique, ça pourrait intéresser les gens qui viennent ici, chez Techno ou qui viennent se former au code éducatif, Tout à chez fait. EduLab. Hem, il est capable d'interpréter le code et de détecter, les modes de fonctionnement généralistes et donc il peut fournir une assistance, voilà: «Je comprends pas à quoi sert ce bout de code, est-ce que tu peux m'expliquer à quoi il sert? Est-ce que tu peux me montrer, les endroits où il est présent dans le code?» et cetera et donc de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Donc là, il fournit vraiment une assistance à l'apprentissage d'une certaine manière, et si on lui demande de réexpliquer les choses comme si j'étais un enseignant ou si je devais Mmh. l'enseigner, alors il reformule les choses dans ce sens-là. Donc voilà, c'est juste pour discuter des usages que ChatGPT pourrait faire. C'est pas un système adaptatif, mais ça pourrait être peut-être une forme d'assistance pour des explications. Eh ben, merci pour la précision. Et là, je pense qu'on va pas rentrer dans finalement un vif du sujet. Tu as des petits pouces qui se lèvent ici pour te remercier de cette précision. C'est finalement les différents usages et tu nous en as listé différentes ressources qui sont aussi des petites bibles. Je pense notamment bah, au blog de Yanouri. Oui. Dans lequel bah, vous avez encore une fois le lien qui sera probablement dans le chat et qui est dans le Padlet. Et là, c'est aussi une bible de tous les usages qu'on peut en faire finalement. Oui, absolument. Donc, le blog de Yanouri, bon, il a fallu faire des choix, hein. On n'a pas tout montré, mais c'est assez incontournable dans le domaine de l'enseignement secondaire en particulier. C'est vraiment extrêmement intéressant ce qu'il propose là. C'est toujours très documenté avec des exemples très, très vivants. Donc là, j'ai envie de vous renvoyer par là-bas si vous en avez l'occasion. Vous avez ça dans les ressources partagées en ligne et puis ce que j'ai fait, là, je reviens juste sur 2 minutes sur le slide qui précédait là. Je vous parlais du guide de l'enseignant, l'usage de ChatGPT, les choses qui marchent bien et en fait, je me suis dit: «OK, je vais prendre quelques-unes des affirmations qui sont dans ce, Dans le guide. dans ce guide, voilà et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, bah, il faut une première proposition en disant: «Bah, tiens, ChatGPT, ça pourrait être un assistant, au fond, pour générer des plans de cours qui sont conformes à la séquence du programme d'études». Alors, qui sont conformes à la séquence du programme d'études, il y a quand même des intentions là. Je suis pas sûr que ChatGPT, il va vraiment être capable de faire ça, hein. Mais en tout cas, on peut lui poser la question: «Est-ce que tu peux écrire un plan de cours pour, introduire l'usage de ChatGPT à destination des enseignants?» et cetera. Et là, je vous donne juste le début de réponse. Il vous donne un plan qui est tout à fait vraisemblable, qui est plutôt bien foutu en fait, hein, et qui va jusqu'à l'évaluation. Donc il fait ça vraiment très, très bien et puis vous pouvez continuer comme ça la conversation avec lui. Alors est-ce que tu peux développer chacun des points du plan de cours? Alors il dit: «Oui, l'introduction, c'est, la sous-partie A, B et C», donc il vous donne, les propositions et puis il parle de faire un SWOT. Alors je dis: «OK, bah, est-ce que tu pourrais me développer, l'analyse SWOT?» Hein, on parle toujours de ChatGPT à destination d'enseignants et il vous fait une proposition. Ben voici, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Donc il est capable de vous faire des propositions. Encore une fois, comme une conversation entre Mmh. collègues, ça fonctionne super bien. Pour autant, toutes ces propositions, peut-être aussi comme nos C'est ça. collègues, sont pas toujours super pertinentes. L'exemple de la salle des profs, hein. Retenons cet exemple finalement. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un exemple. Alors il y a une autre proposition dans ce même guide: suivre les progrès des élèves et vérifier leur compréhension. Ah, on aimerait bien qu'il fasse ça à notre Mmh. place, en fait, hein. Donc par contre, on peut lui demander de générer des questions. Alors là, je lui dis: «Bah, peux-tu proposer des questions à choix multiples et les réponses associées pour vérifier la compréhension de la technologie de ChatGPT auprès des enseignants?» Et il vous fait 5 propositions avec des réponses alternatives. Alors ça, c'est un bon exemple, parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait discuter justement avec nos enfants dans les salles de classe et ailleurs. En fait, on pourrait demander au système de générer des choses, comme on sait qu'il a une propension à raconter, au moins de temps en temps une bêtise, Mmh. hein, si pas plus, Ouais. mais on pourrait faire la traque à ces choses-là et on pourrait demander à nos élèves d'améliorer en fait la qualité de la recherche
ou de dire en quoi les propositions qui sont faites là sont bonnes ou pas bonnes. Donc là, ça devient un usage créatif en partant de ce qu'il peut nous proposer avec ses avantages et ses limites. Alors il y a l'idée dans ce même guide, on pourrait réfléchir et communiquer sur les tâches d'apprentissage avec les élèves, donc c'est l'idée de donner du feedback. Et donc là, en fait, je me suis souvenu d'un article de Jacques Rodet. Jacques Rodet, en fait, il a testé, en fait, les interactions qu'il a avec ses étudiants dans différents cas d'enseignement. Là, on est plutôt enseignement supérieur, on va dire. Mais je pense que le propos est tout à fait généralisable et en fait, si vous prenez le temps de lire l'article, c'est un article très abordable. En fait, il prend des extraits de conversations qu'il a, dans les forums ou lorsqu'il donne des corrigés ou lorsqu'il donne des feedbacks pour encourager ses étudiants à progresser, à continuer à travailler. En fait, il a imaginé des réponses, enfin, il a demandé à ChatGPT de formuler les réponses et il a comparé les réponses que lui donne à celles que ChatGPT est capable de faire et bon, encore une fois, la notion de le conserver comme un assistant, c'est plutôt pas mal. Par contre, comme il maîtrise pas du tout le contexte, souvent, en fait, il est pas capable d'adapter son niveau de langage, même s'il est plutôt pas mal, sur le plan syntaxique. Il est pas tout à fait capable de s'adapter au niveau de langage, adapté aux personnes adultes ou aux enfants, aux adolescents et donc il y a quelques écarts là qu'il faut garder du coin de l'œil. Par contre, c'est vrai que ça permet de produire des choses plus rapidement, on va dire. Alors encore d'autres exemples, et c'est là, je sais qu'on avait discuté avec Jonathan notamment, en préparant cette intervention, c'est demander à ChatGPT, parce qu'il est très doué pour construire des histoires, c'est lui dire: «Tiens, est-ce que tu pourrais me raconter une histoire dont mes élèves ou nous, on serait le héros?» Et donc là, il fait ça très bien. Donc en fait, imaginez des séances, vous pouvez imaginer des séances de théâtre, des discussions entre des cow-boys dans un bar, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. En fait, il vous produit une histoire et la société Moiki, hein, qui produit, une interface pour produire des histoires dont vous êtes le héros, en fait, a mis en ligne, si vous suivez le lien qui est là, vous pourrez tester le jeu qui a été produit, par, la société Moiki. Soit dit en passant, le système d'erreur est vachement gai aussi pour faire des histoires dont on est le héros avec ses élèves. Ça se trouve dans le Padlet, Ça se trouve encore dans une le fois. Padlet, encore une fois. Et l'histoire qui est là, on n'a pas été retouchée par les gens de Moiki. Ils l'ont vraiment mise en ligne et c'est assez rigolo. Moi, j'ai fait plusieurs itérations avec le jeu et ça fonctionne pas mal. Donc là, c'est une base créative intéressante, mise en application avec ces outils-là. Alors, il y a d'autres usages aussi qui sont peut-être à prendre en considération parce qu'en fait, il y a un gros enjeu sur l'avenir de ces outils-là, c'est leur intégration. Microsoft l'intègre dans ses systèmes. Il espère comme ça probablement dépasser, Google qui est très, 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 très loin devant lui. C'est pas forcément le meilleur non plus, mais il y a des gros enjeux et donc l'intégration de ces solutions-là dans des logiques applicatives. Alors, en voici un exemple. Est-ce que je peux demander à ChatGPT de résumer une vidéo? Et j'ai pris la même vidéo, de Bullshitter Ultime avec le lien que vous connaissez déjà. J'ai intégré, comment on appelle ça? C'est pas le greffon ni le plugin, c'est l'extension, voilà. L'extension, ouais. L'extension Glasp, que j'ai mis dans mon navigateur. Je pense que vous avez aussi le lien vers Glasp, hein, donc je vous invite à essayer ça et votre interface YouTube ne ressemblera pas tout à fait à la même chose. Vous verrez sur la partie droite, vous reconnaissez le logo Glasp là, l'espèce de carré multicolore là et en fait, vous pouvez cliquer sur un bouton, transcript et synthèse. Et en fait, il va vous reprendre la vidéo, elle dure 37 minutes, elle est sous-titrée déjà à l'origine sur YouTube. Donc, mais même si le texte n'était pas déjà sous-titré, il fait très bien le job. Et donc, il récupère. Alors, à la minute 1, 22, il parle de ça. À la minute 2, 13, il parle de ça. Et ensuite, il génère le prompt, il fait le résumé, en fait, hein, et ça, il sait très C'est ça. bien faire. Donc voilà, donc demander à ses élèves de résumer quelque chose qui se trouve dans une vidéo, trop tard, l'IA sait déjà le faire. Pour autant, est-ce qu'il faut il faut quand même continuer à travailler ces compétences-là? On y reviendra un peu plus tard, mais on voit que, voilà, l'intégration de ces solutions-là permet déjà de faire ce genre de réalisation. Alors, la question de l'évaluation, on l'a abordée plusieurs fois. Moi, j'aime bien ce graphique, j'en ai discuté avec plusieurs collègues, qui sont un peu branchés évaluation pour voir si ça pouvait tenir la route. Le graphique, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'ai été l'emprunter à des collègues, qui travaillent à l'université d'Avignon, qui font toujours des super productions synthétiques, et cetera et donc en fait, ils avaient imaginé ce graphe pour parler des formes d'évaluation pendant qu'on était tous à distance là, qu'on était un petit peu embêtés avec les vilains microbes. Donc j'ai repris ce graphe et ce graphe, en fait, il y a 2 dimensions. Si vous voulez bien considérer l'axe des X, vous avez, vous reconnaissez la taxonomie de Bloom, hein, les pédagogues vont adorer, de comprendre jusqu'à créer et si on regarde l'axe des Y, l'axe vertical, vous avez le niveau de collaboration. Je réalise, mon QCM tout seul ou je réalise une évaluation ou un travail à plusieurs
Et on voit bien que la zone qui est en orange ou en rouge, ben, c'est la partie qui est plutôt en lien avec la notion de la connaissance, un certain degré d'application, un certain degré d'analyse, d'accord? Donc, c'est pas tout à fait rouge, on va dire que c'est orange. Et donc, bah, quand il s'agit d'analyser du texte, quand il s'agit de faire une fiche de lecture, quand il s'agit de disserter, on voit bien que ChatGPT, il est pas trop mauvais. Alors, est-ce qu'il sera bon? Non, mais enfin, il est déjà capable de réussir pas mal de choses. Par contre, toute la zone qui est en vert et qui doit plutôt nous réjouir, en fait, sur la partie noble de nos métiers, d'enseignante et d'enseignant, bah, c'est de se dire: «OK, bah, en fait, toutes les autres activités que je fais faire à mes élèves en groupe, ou qui sont d'un autre registre, de pensée, une autre forme d'engagement dans les activités, ben, on est peut-être dans des zones qui sont, «à l'épreuve» entre guillemets, qui sont, ChatGPT, proofed, hein. Je peux Mmh. échapper à l'usage éventuel de ChatGPT dans ces zones-là. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce qu'on fait parce que quand on parle de «Ah enfin l'IA va obliger les profs à révolutionner leur manière d'enseigner», bon, déjà, c'est pas très sympa, je trouve, pour le monde enseignant, mais c'est peut-être ça ravive peut-être des vilains souvenirs de QCM, à quelques-uns, Ouais. mais dans nos métiers de tous les jours, on fait pas que ça et heureusement et donc on voit bien qu'il y a plein de choses qui échappent aujourd'hui à ces solutions-là et on peut s'en servir pour faire, une approche critique, et constructive sur base de ce qu'ils proposent. Et maintenant, on va arriver peut-être à une partie qui peut faire un peu peur finalement. Pardon, c'est finalement se dire: «Comment savoir si mon étudiant a utilisé ChatGPT? Est-ce que son travail, c'est lui Mmh. qui l'a fait ou est-ce que c'est une intelligence artificielle?» Je pense que Ouais. c'est une crainte qui est dans Mmh. le milieu enseignant et qui doit exister, pardon, à juste titre. Mais on va voir qu'il y a des outils pour détecter, mais c'est pas encore super, super au point. Oui, alors déjà, il faut se dire que nos étudiants n'avaient pas attendu, ChatGPT, pour avoir des voilà, quelqu'un qui écrive à leur place, hein. Il suffit Mmh. déjà juste d'avoir la chance d'être bien entouré à la maison. Déjà ça, c'est une aide formidable, hein, même si papa, maman fait pas le devoir à la place de l'enfant. C'est déjà une chance énorme d'avoir des parents, qui peuvent accéder à cette connaissance-là et donc il y a déjà des différences, on le sait, c'est pas neuf ça, ces questions-là et je n'irai pas jusqu'à ceux qui payent d'autres pour faire leur mémoire à l'université. Mais donc c'est pas nouveau, hein, donc c'est pas nouveau. Pour autant, est-ce que ces systèmes-là peuvent, on peut les détecter? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors j'ai fait un petit test, hein, je n'ai pas cherché bien loin, hein. J'ai juste pris un exemple de texte que je vous ai exposé juste avant, où je lui demandais de me lister les 10 compétences, et cetera et donc je passe ça dans Compilatio. Donc Compilatio, c'est le système qu'utilisent beaucoup d'institutions pour faire la traque, au plagiat, hein. Donc en fait, on OK. compare typiquement le devoir qui est déposé sur une plateforme numérique avec, les sources qui se trouvent sur le web et donc lui, ce qu'il cherche à faire, c'est à À mesurer matcher le les 2. voilà, essayer de matcher les 2, se dire: «Mmh, il y a quand même pas mal de ressemblances avec beaucoup de trucs qui se trouvent sur internet, le score est pas très bon» et donc Compilatio, qui est l'un des outils phares, les plus utilisés pour faire ça, propose un outil de détection en test pour le moment et en fait, en prenant le texte copié-collé, produit par ChatGPT, il me dit, «Il y a 80 de chances que ce soit une machine qui l'ait produite» et puis je reprends le même texte et je réécris deux-trois petites bricoles, hein. Je mets entre Ouais. parenthèses, je réécris à peu près un peu plus en français et c'est la seule chose que je modifie. J'ai pas modifié le reste du copier-coller et là, il me dit: «Mmh il y a quand même presque 70 de chances que ce soit un humain qui l'ait réalisé». Vous voyez? Juste en changeant deux-trois En trucs. changeant quelques mots, ouais. Alors Compilatio et il y a quelques conversations avec eux. Compilatio est en train de se dire: «Mais en fait, on pourrait peut-être voir la détection ailleurs». C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à comparer un écrit qui est fait soit par une machine, soit par un humain, avec, des choses qui sont produites par d'autres machines, on va peut-être en fait comparer un texte original d'un étudiant avec le texte qui est produit dont on ne sait pas d'où il vient et en fait, en essayant de comparer, on va dire, l'écriture spontanée et naturelle d'un élève ou d'un étudiant avec ce qui est produit par on ne sait pas très bien quoi ni par qui, est-ce qu'il y a des différences? Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut et que c'est plutôt une démarche intéressante et Compilatio a une approche assez humble par rapport à ça. Donc ça, c'est déjà une première limite. Alors, on nous a beaucoup aussi parlé de ChatGPT Zero, qui serait capable, de pouvoir détecter alors pareil, je prends le même extrait de texte et là, il me dit: «Mmh, votre texte, il a vraiment l'air d'avoir été écrit par un humain». Bah non, c'est pas de chance, c'est du copier-coller de ChatGPT. Donc ChatGPT Zero, c'est pas terrible. Et puis on nous a parlé aussi de AI Text Classifier qui est créé par OpenAI lui-même et donc là, en faisant le copier-coller, là, il est plutôt rassurant. Donc il nous dit que ça c'est très vraisemblablement été produit par un système d'intelligence artificielle. Bon, en l'occurrence, c'est un petit peu de sa maison à lui, donc il a peut-être plus de chances de trouver ce qui est Ouais. produit par, par les outils de la même constellation. Bon, j'ai pas cherché beaucoup plus loin, mais je pense qu'avec ce petit exemple-là, on voit bien que le principe, enfin, se dire: «Chouette, il y a forcément une solution miraculeuse qui va détecter le plagiat».
je pense qu'en fait, fondamentalement, on ne résoudra pas le problème qui était déjà préexistant. Et les promesses de détection, pour l'instant, elles ne sont pas pleinement rencontrées. Alors, on avait une question de Ken, hein. Je ne l'ai pas oublié, cette question qui est arrivée assez vite, et il y a eu beaucoup de votes à cette question. C'est un élève qui utilise ChatGPT pour, entre guillemets, hein, rédiger un travail de recherche. Commet-il un plagiat? Déjà, c'est la question, une première question. Doit-il avoir un 0 pour triche, ou faut-il considérer qu'il utilise les outils modernes pour réaliser un travail? Finalement, c'est une approche un peu c'est suivant où on se positionne vis-à-vis de ça. Ouais. Alors, je reviens sur la détection parce qu'il est évident que nos élèves et nos étudiants, ils auront vite compris comment un outil comme ChatGPT, il est particulièrement doué pour faire de la paraphrase. Or, un des moyens de rester dans les clous par rapport au plagiat, d'abord c'est de citer ses sources correctement, c'est de les citer dans des proportions correctes, etc. etc. Et c'est aussi soit de reprendre l'extrait tel quel, et là, on sait qu'il n'est pas capable de le faire, ChatGPT, clairement, il n'est pas capable de le faire. Il est même capable, si vous lui demandez d'écrire du Victor Hugo, de vous produire un texte qui ressemble à 60-80% du Victor Hugo, et puis il va vous générer n'importe quoi qui ressemble à du Victor Hugo, mais qui n'a jamais été écrit par Victor Hugo. Donc, lui demander de produire un travail de recherche, sur le travail de recherche en soi, il ne va pas trop être capable de le faire, l'outil. Il y a des outils concurrents comme Perplexity, par exemple. Perplexity est beaucoup plus performant pour faire ce genre de choses. Vous lui posez une question, il va vous proposer tout de suite 4 sources qui tournent plutôt pas mal. Donc, est-ce que c'est du plagiat? Tout dépend de la manière dont on va évaluer en fait le respect des sources. Donc, c'est évident que dans notre grille critériée, dans la grille qui va nous permettre d'évaluer la production de recherche pour savoir si elle est originale ou pas, il faudra que l'élève, malgré tout, respecte la manière dont ça fonctionne, alors qu'il l'ait rédigé lui-même ou qu'il ait trouvé les moyens habiles de le faire réécrire par le système. Là, ça va être un peu compliqué de le comparer. Bon, après, j'imagine qu'en fonction de certaines classes d'âge, hein, quand c'est un enfant entre 14 et 16 ans, un ado 14-16 ans, ou quand c'est un jeune adulte qui commence à faire des recherches plutôt à l'université, il y a un niveau de langage qui n'est pas tout à fait le même. Donc là, on pourrait avoir quelques repères. Mais ces notions du plagiat, il faudrait être explicite, encore plus explicite qu'avant sur les règles à respecter. Et donc voilà. Question de Guy, enfin une première, je veux dire, question un peu contexte finalement. Si un prof connaît son élève, ne peut-il pas simplement comprendre ce qui a été écrit, enfin que ce qui a été écrit, pardon, j'en perds mon français. Et heureusement que le bon sens passe encore par là, évidemment. Et la relation toute particulière qu'ont les enseignants au quotidien avec des groupes classes qui sont beaucoup plus petits, qu'ils connaissent mieux. C'est évident que voilà, un enseignant va être, a priori un peu mieux reconnaître la patte des élèves qu'il rencontre fréquemment, ou en tout cas de ce qu'il a l'habitude, enfin, des types de travaux auxquels il a l'habitude d'être exposé. Mais c'est évident qu'ils vont l'utiliser, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc en tout cas, il ne faudrait pas, je pense, que du point de vue de l'enseignant, se mettre la tête comme l'autruche dans un tas de salles en se disant je ne veux pas savoir comment ça a été fait. Il y aurait plutôt intérêt en fait à travailler avec les étudiants, travailler avec les élèves sur la manière dont ça fonctionne, pour les aider à s'en servir aussi comme un outil intelligent pour produire des choses de meilleure qualité. Mais pas seulement pour reproduire et donner de l'information, aussi avoir une approche critique sur la manière dont cette information a été produite. En fait, ça met en jeu quelque chose qu'on adore faire en principe dans l'enseignement, c'est d'avoir un regard critique, un regard réflexif sur ce qu'on est en train de faire. Et donc, si on intègre dans les productions progressivement ces dimensions-là, je crois qu'à un moment donné, nos élèves, nos enfants vont, on l'espère, être aussi un petit peu plus critiques sur la manière dont ils utilisent ça. En tout cas, c'est un enjeu super important. Il ne faudra pas le négliger, celui-là. Et puis, comme dit Dominique, question qui vient d'arriver, finalement, il faut se demander aussi pourquoi on demande ce travail, quel est son objectif, son utilité, éviter finalement les travaux de compilation, parce que c'est une porte ouverte au copier-coller. Absolument. Et là, merci pour ce commentaire-là, parce qu'en fait, moi, si je devais situer la proposition que tu viens de lire là, on la situe effectivement dans la zone orange, rouge que je montrais là tantôt dans le tableau. C'est sûr que si on s'obstine, entre guillemets, on fait un peu l'autruche en se disant, bon, je ne veux pas trop savoir comment il résume, je ne veux pas savoir si c'est papa-maman qui a vérifié le texte ou si c'est ChatGPT qui l'a écrit, mais je vais continuer à faire des travaux de synthèse. En tout cas, si je ne peux pas contrôler la manière dont ça a été fait. Le souci, principalement, il sera probablement sur les devoirs, les travaux qu'on fait seul à la maison. On n'était déjà pas tout à fait certain qu'il le fasse complètement seul. Hein. Tout le monde a vu, tout le monde a fait vite faire son devoir sur le coin de la cuisse avant d'arriver dans le bus à l'école. Mais donc, ça veut dire que ça va aussi remodeler la manière dont on va demander à produire peut-être en direct. On aura peut-être d'autres formes de restitution.
sous des formes de posters, sous des formes d'images, sous des formes de conversations, sous la forme de débats, et plus forcément exclusivement sur... Alors, on aura toujours besoin d'une préparation individuelle avant d'y arriver. Peut-être que cette préparation individuelle, elle sera plus faite toute seule, elle sera peut-être écrite avec l'aide d'un assistant comme ChatGPT, mais si on veut vraiment mesurer la compétence, elle ne pourra pas seulement se baser sur cet écrit-là, elle va devoir se faire aussi sur l'exploitation de ce contenu dans une vraie conversation. Et là, pour le coup, on a plus de chances de détecter la vraie maîtrise du sujet par rapport à la manière dont nos élèves sont capables d'en parler, simplement, ou de le mettre en application. Eh bien voilà, merci pour ce petit point. Je vois qu'il y a d'autres questions, ne vous inquiétez pas, on y reviendra un petit peu plus tard. On va continuer dans la présentation. Je te réaffiche Merci. en grand tes slides, Pascal. Parce qu'il y a déjà de la nouveauté. Eh bien oui, à peine on avait la tête retournée depuis novembre de l'année dernière qu'on est en train de nous coller au plafond. Comme quoi, ça évolue très vite. Voilà, exactement. Donc, voilà. Donc, pour être tout à fait honnête, je pense un peu comme tout le monde, hein, je n'ai pas passé toutes mes nuits depuis 2 jours à tester ChatGPT 4 dans les grandes lignes. Donc là, j'ai repris en fait ce qu'il nous annonce. Donc, il y a des promesses qui pourraient être plutôt confortables, hein, si on considère la limite des 3000 mots aujourd'hui proposés par le système. Juste pour vous donner un exemple concret, dans le petit exemple où j'améliorais le prompt pour lui demander de donner les 10 compétences, là, à mettre dans un tableau, à reformuler avec des exemples, il s'arrêtait souvent à la 8e proposition. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il s'arrêtait, donc je vais lui demander oui, mais complète le tableau. Fais-moi la 9e et 10e proposition. Pardon. Et ça, cette limite-là, on l'aura probablement plus avec la nouvelle version, puisqu'il va monter jusqu'à 25 000 mots. Donc, ça va nous permettre déjà des choses de meilleure qualité. On nous annonce aussi des réactions qui seront plus rapides, etc. Il sera capable de traiter des images en plus du texte. Donc, l'exemple qui circule et que vous avez sans doute vu si vous allez... là, j'invente rien, hein, c'est la vidéo que j'ai regardée comme tout le monde de l'annonce de ChatGPT 4. En fait, vous avez une image avec des œufs, de la farine, machin, et puis vous lui demandez, tiens, qu'est-ce que je pourrais préparer à manger avec ça? Et il vous fait des propositions. Il y a l'image aussi avec les ballons qui sont suspendus à un objet, et vous demandez à ChatGPT, qu'est-ce qui se passe si je coupe le fil? Et il vous répond, les ballons vont s'envoler. Donc, il est capable d'interpréter le comportement ou ce qui pourrait être fait sur base d'images. Donc, ça, c'est assez bluffant. Transformer un croquis en un site web fonctionnel. Donc ça, je suis vraiment curieux de voir comment ça marche pour de vrai, mais on a cet exemple aussi où il y a sur un bout de papier, sur un bout de nappe, voilà à quoi ça devrait ressembler. Donc on imagine un peu pour ceux qui font du web, du wireframe. J'aimerais que mon site web il ressemble à ça, il doit avoir un bouton rouge en haut à gauche et puis une barre de recherche verticale, enfin horizontale à tel endroit. Et lui, il va vous produire le code qui va vous permettre de faire le formulaire en question. Donc là, on voit bien que ça dépasse la conversation textuelle, il y a de l'interprétation sur base d'images. Voilà, il y a déjà la possibilité de l'utiliser pour ceux qui ont la version payante, hein, ChatGPT+, et ceux qui payent aujourd'hui pour utiliser ChatGPT, et pour les développeurs. Donc ça s'accélère beaucoup. Et ne pas oublier que ChatGPT, ce n'est qu'une des solutions dans la constellation de ce qui arrive. Les autres solutions, bon, Microsoft a essayé de l'intégrer. Pour ce qu'on peut voir pour le moment, ça ne donne pas à avoir des choses absolument mirobolantes. Mais voilà, Google aussi nous annonce Lambda qui arrive. On n'a pas encore non plus d'exemples très concrets, hein. On n'a que des previews, on a des annonces qui sont faites par les développeurs. On n'a pas encore de résultats très, très concrets de ces affaires-là. Après, comme on a dit, on est dans un momentum tenté, c'est un peu le début. Et tout cela va ne faire finalement que s'améliorer. Alors, oui, enfin, c'est sûr qu'eux, ils vont chercher à s'améliorer, hein. Techniquement, ils vont devenir de plus en plus performants. Après, les impacts, ça aura dans l'enseignement. Pour revenir au sujet ici, c'est sûr qu'il faudra continuer à être vigilant. Voilà, c'est un effet de veille qui reste important, qui s'accélère un peu, là, pour le coup. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut rester quand même... Enfin, moi, je trouve ça plutôt rassurant, en fait, parce que plus on cherche à le tester, nous, on le fait, par exemple, à l'UNIF avec les profs qu'on accompagne depuis quelques jours maintenant sur ces questions-là. On les fait venir avec leurs épreuves, on les fait venir avec toute une série de situations authentiques, hein, de choses qui les inquiètent peut-être avec leurs étudiants. Et on a vite fait de démontrer, en fait, que pour l'instant, voilà, c'est un peu comme les craintes que certains ont pu avoir lorsqu'ils ont vu arriver les premières pages Wikipédia. Ah, au secours, mes étudiants vont plus avoir besoin d'étudier, tout va se trouver dans ce super dictionnaire en ligne. On sait ses avantages, on sait aussi ses limites. Et puis on sait aussi surtout que si on continue à demander le même type de travaux, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des choses qui existent sur Internet qui permettent d'aller plus vite. Donc il faut un peu revoir aussi ces manières d'évaluer. Donc ça, c'est quand même important.
Tout le monde doit s'adapter finalement, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas forcément au rythme souhaitable, hein. Personne n'a demandé à se Mmh. réveiller le 1er décembre avec un truc qui allait révolutionner le monde du web comme ça a l'apparence d'être, Mmh. hein. Moi, ça me fait penser un peu, les premières fois, je me suis retrouvé devant un écran Netscape avec le web, à l'époque où le modem faisait encore du bruit. Tu étais pas né, Adrien, mais Non. bon, voilà, on se demandait: «Qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc-là?» Bon, on voit bien aujourd'hui que ça a Ouais. quand même beaucoup bougé, mais nos métiers restent toujours présents. On n'a pas encore supprimé des postes d'enseignants pour les remplacer par des outils comme ChatGPT, heureusement. Je vais refaire un petit tour du côté des questions. Je vois une question, qu'on m'a fait remonter, celle de Nabil qui dit: «Est-ce que les réponses de ChatGPT, elles sont protégées par les droits d'auteur?» Parce que, beh, finalement, si c'était aussi la notion du plagiat dans le fait qu'un élève réutiliserait une réponse de ChatGPT. Est-ce que ces réponses qu'il nous fournit, elles sont protégées par un droit d'auteur? Alors, il y a différents niveaux de lecture, en fait, dans la question qui est posée. Les réponses de ChatGPT, si elles sont basées, par exemple, sur du Wikipédia, qui est une source très probable, mais sans citer Wikipédia et sans respecter les droits d'auteur, inhérents, je donne juste l'exemple de Wikipédia. C'est sûr que les réponses écrites par ChatGPT, en soi, elles ne respectent pas le droit d'auteur, juste parce qu'en fait, il ne cite pas ses sources correctement et qu'ils ne respectent pas les conditions originales des sources qui sont mobilisées. Ensuite, on pourrait se dire: «OK, mais deuxième niveau de lecture, est-ce que les réponses appartiennent à OpenAI?» Il semblerait que, les réponses qui sont générées puissent être utilisées. Pour l'instant, j'ai entendu des choses un peu floues autour de ça, donc je n'ose pas trop Mmh. affirmer, les réponses autour Pas de de ça. souci. Et je sais par exemple qu'il y a des débats, il y a eu autour de la création d'images, que ce soit Dall-E ou Midjourney, il y a une histoire assez connue aux États-Unis. Il y a un type qui a gagné un prix en fait, artistique, avec un tableau et puis en fait ça a fait scandale parce que le tableau, c'est pas lui qui l'a dessiné. Alors à qui appartient le tableau? Est-ce qu'il appartient, à Midjourney ou à autre qui a produit l'affaire? Et en fait, l'artiste, il est assez clair, il dit: «Mais non, non, moi je revendique la paternité, de cette œuvre parce qu'en fait, j'ai fait œuvre de l'esprit en étant Mmh. capable d'écrire une invite, un prompt suffisamment détaillé et probablement, extrêmement fourni». Et ça lui a probablement pris de nombreux mois pour y arriver et donc lui revendique l'originalité, l'œuvre de l'esprit de construire ce Prompt. prompt et la production qui est faite derrière, donc ça reste encore des sujets, sensibles, mais si on regarde juste la manière enfin les ressources sur lesquelles s'appuient ces outils-là pour produire du contenu, ils sont de toute façon déjà hors jeu puisqu'ils ne respectent pas les règles de base. Justement, petit rappel pour, Evelyne et petite question qu'elle nous demande, parce que tu parlais de prompt justement. ChatGPT est-il plus efficace si on lui donne des invites en bon francophone ou des prompts sous forme de phrases ou sous forme de mots-clés? Qu'est-ce qu'il préfère? Hem lui, il est capable d'inventer n'importe quoi sur base de n'importe quel mot, hein. Vous pouvez faire le Mmh. test, c'est un peu l'exemple que j'ai donné là tantôt en améliorant le prompt, Ouais. de 4 en 4 étapes et ça n'était que 4 étapes. Moi, j'ai envie de dire plus vous le nourrissez, il ne faut pas nécessairement faire des phrases extrêmement, bien construites sur le plan grammatical. ChatGPT, s'il te plaît, peux-tu me ça, vous pouvez laisser tomber, hein. Vous lui dites: «Écris» et ça fonctionnera très bien. Donc là, vous pouvez sur la «commande» entre guillemets, vous pouvez lui faire une commande un peu brute, hein. Il ne va pas se Mmh. fâcher, c'est une machine, il n'y a pas de souci. Par contre, sur le plan lexical, sur le plan du champ d'information, dans ce que vous écrivez, en fait, plus vous le nourrissez en références, en éléments d'information, qui vont lui permettre en fait d'avoir un vocabulaire plus riche, un vocabulaire plus adapté et donc c'est probablement en ce sens-là qu'il faut, réfléchir à la façon de dénoncer, sa question, sa requête auprès de ces solutions-là. On peut être assez, abrupt sur, écrit, fais un tableau, ça marche très bien. Par contre, sur le reste, vous pouvez, lui donner plus d'informations. D'accord. Eh ben, merci pour la réponse à cette question d'Evelyne. Je vais peut-être te laisser continuer, finir les slides. On en a plus pour très longtemps sur les avantages et les limites de ces solutions. Voilà, donc comme je sais que vous aurez, enfin, on vous diffuse les supports là juste après, vous aurez le temps de parcourir, Ouais. ces éléments-là, donc je vous rassure, je ne vais pas vous faire la lecture de tout ce qui se trouve là. Ceci en fait, c'est repris aussi d'une conversation que j'ai eue avec des collègues, au sein du Louvain Learning Lab, où quand on a découvert ça pour la première fois, tous ensemble, on s'est prêté à cet exercice de se dire: «Bah tiens, quels sont à nos yeux, au moment où on le découvre», hein, c'était il y a un peu plus de ouais, presque 2 mois là. Comment est-ce qu'on identifie les forces, faiblesses, opportunités? Donc ça n'a pas été écrit par ChatGPT, ça a été écrit par l'intelligence collective. Heu,
j'ai essayé d'aborder déjà plusieurs des éléments qui sont là. Faites-vous votre propre idée et puis c'est peut-être le genre de conversation que vous pouvez avoir aussi avec, vos équipes pédagogiques, avec vos collègues. Bah, la prochaine discussion, justement à la salle des profs, ce serait de discuter, de ces éléments-là en se disant: «Comment est-ce qu'on s'appuie finalement sur ce que ces solutions sont capables de produire?» pour imaginer des missions, des activités extrêmement engageantes qui vont demander en fait à nos élèves, à nos enfants, à nos étudiants de prendre un pas de côté par rapport à ce qu'ils auraient présenté. Et donc en ça, ça peut être assez intéressant. Donc ça, c'était pour faire un peu la synthèse. Alors évidemment, je ne pourrais pas faire l'impasse Mmh. sur, le référentiel, des compétences en référence à DISCOMP, donc la référence européenne. C'est assez évident qu'on se dit: «OK, là, les compétences du citoyen, des petits citoyens et petites citoyennes en puissance que sont nos enfants et nos élèves, bah, il faut vraiment encore plus, l'exemple est assez, manifeste, hein, de maîtriser l'information, et les données qu'ils vont manipuler». C'est sûr que ça va beaucoup les questionner. Donc c'est probablement dans ce registre-là du référentiel de compétences qu'on va aller chercher. Mais on voit bien aussi que cet outil pourrait être utilisé pour, voilà, pour générer des situations d'apprentissage qui ne seront pas forcément très authentiques, hein, parce qu'en fait, ils nous inventent des trucs, mais qui ont la vraisemblance de l'authenticité. Et donc, on peut aussi s'en servir dans d'autres registres pour aller chercher les éléments de communication, dans une certaine dimension, faire un peu de résolution de problèmes. Enfin, c'est quand même surtout la compétence, enfin, le domaine de compétence maîtrise de l'info des données qui sera visé. La création de contenu numérique, bah, l'exemple des créations de production, numérique, écrite ou, imagée, on le voit bien, ils sont C'est très ça, forts, ils oui, sont ouais. très forts là-dedans. Donc ce seront plus seulement, les outils, auxquels on peut penser, voilà, qui deviennent pour le coup avec un petit coup de vieux là, hein, quand on voit ce qu'on peut faire avec Midjourney, c'est quand même assez bluffant. Et donc c'est évident qu'il va falloir aborder ces questions-là au travers du référentiel. Il y a d'autres choses aussi qui seront peut-être intéressantes à regarder, c'est des projets parce qu'évidemment la Commission européenne s'intéresse à ces questions-là. Donc il y a des lignes, directrices éthiques, hein. Il y avait une question sur l'éthique, qui avait été posée là au début de l'entretien, sur l'intelligence de ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc bah, là, voilà, au niveau européen, il y a un groupe qui s'en est emparé, il y a des lignes directrices qui sont proposées. Donc je pense que ce serait intéressant de discuter d'IJCOMPEDU, donc le volet, compétences à destination des éducateurs et des enseignants et ces lignes directrices-là. Et puis, il y a des groupes, qui, sur une base spontanée, là, c'est l'Université de Montréal qui a lancé ce qu'ils appellent la déclaration de Montréal pour une IA responsable. Donc c'est quand même aussi intéressant de se dire: «Mais en fait, c'est pas un truc qui est en train de nous dépasser. On va pas rentrer dans le monde utopique où, les machines discutent entre elles et finalement les humains, ne s'y intéressent pas trop». On a vraiment intérêt en fait à décider de la manière, la forme que ça va prendre. Et donc il y a des groupements comme la Déclaration de Montréal qui s'intéressent à ça. Je vous invite à aller regarder de ce côté-là. Ça pourrait être des sources inspirantes pour un petit peu orienter nos actions dans ce sens-là. Ça, c'était pour les bonnes nouvelles. On n'est pas tout seul. Bon, ça, c'est un slide qui va bien avec celui qui allait, juste avant pour tester nos Ouais. compétences numériques. Moi, j'avoue que je ne me suis pas repenché dans PIX, hein, l'outil diagnostic des compétences numériques, pour voir s'il y avait des choses déjà, qui tenaient compte de ces toutes dernières nouveautés. Je suis persuadé que dans les participants à distance, je pense par exemple à Maxime, il ne sera pas le seul. Il y aura sûrement des gens qui ont un avis plus autorisé que moi sur ces questions-là. Mais c'est évident que ce sera important que ces systèmes de mesures, en tiennent compte. Voilà. Et puis j'avais Et on envie de revient à notre première beh, citation voilà, finalement. exactement, c'est de faire un peu la boucle sur la question. C'est la connaissance qui permet de se poser des questions, pas l'ignorance. Et moi, j'avais envie de prendre cette citation avec l'image produite par Pexels là, sur, le côté un petit peu magicien, le côté un peu Harry Potter. Donc là, c'est pas, c'est une image toute faite, hein. C'est une vraie photo qui a été prise là, c'est pas un système Ouais. d'intelligence artificielle qui l'a produite. Mais Et tu cites ta source, hein, d'ailleurs, voilà, sur le derrière la référence, un peu Harry Potter, c'est vraiment cette idée qu'en fait, ces systèmes-là, ça peut être très chouette de les utiliser, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, un usage pertinent de ces outils nécessite une connaissance critique de ce qui est proposé. Et donc, c'est bien la connaissance qui va nous permettre de nous poser les bonnes questions, les bons usages avec ces solutions-là, et pas la crainte ou la peur qu'on pourrait avoir qu'ils vont nous donner des réponses, magiques comme l'oracle. Voilà. Donc ça, j'avais envie de boucler avec cette petite allusion-là.
Et tu conclus d'ailleurs avec encore de très nombreuses ressources. D'ailleurs, merci à Jonathan et Laurent qui ont bombardé le chat de toutes ces ressources que vous pouvez retrouver sur le Padlet aussi. Tu en as laissé 3 pour conclure ici. Absolument. Donc là, il y a l'article qu'on a commis avec les collègues au Louvain Learning Lab. Je me suis appuyé d'ailleurs sur plusieurs des éléments qui ont été mobilisés dans cette présentation ce soir. On a aussi collecté, alors c'est le fruit d'une collection au sein de l'équipe, mais aussi avec d'autres universités, avec d'autres cercles qui s'intéressent à la question. Ce qu'on a essayé de faire dans ce Padlet, c'est pas tellement de collecter tous les articles qui s'affolent un peu autour de ChatGPT, c'est au travers d'une série de catégories de documenter aussi en quoi les différentes sources qui sont là peuvent être pertinentes ou pas. On a fait le choix que ce Padlet soit ouvert, donc vous êtes aussi libre que nous d'y contribuer. On sera ravis d'avoir vos propositions, simplement en essayant de dire, tiens, bah, toi qui découvres cet article, si tu veux juste te faire une tête sur le sujet en quelques lignes, va regarder là. Et comme j'avais cité le blog de Yann Houry, pardon, je l'ai remis là également. Bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette présentation. Tu nous dis merci de notre attention, mais merci à toi. On a Plaisir. ton petit code Twitter si jamais on veut te suivre. On va vous reposer la question, parce qu'on aime bien boucler la boucle, hein, finalement, on l'a fait plus d'une fois. On vous repose la question, est-ce que suite à ce webinaire, finalement, vous songez à intégrer l'IA, plus particulièrement peut-être ChatGPT, dans vos utilisations professionnelles? Dites-nous oui, vous ne savez pas encore, non. Enfin, voilà, on espère en tout cas vous avoir donné des éléments de réponse. Je vois des petits pouces qui se lèvent, donc c'est bénéfique. L'agenda aussi, parce que ben, voilà, ce webinaire, il s'inscrit dans une logique, dans un cycle. Je vois plein de petits pouces pour le petit sondage, donc c'est top. Il s'inscrit dans un cycle vraiment tout autour de l'IA, suivant les publics. Alors même si, ben voilà, peut-être que vous n'êtes pas développeur, vous n'êtes pas journaliste ou de créateur de contenu, ni dans le marketing digital, mais si le sujet vous intéresse, voici les prochaines dates des prochains webinaires. Vous pouvez retrouver dans la page d'inscription du webinaire que vous avez eu aujourd'hui. On sera un plaisir évidemment de vous accueillir pour un autre webinaire, mais voilà, dans un autre cœur de métier, parce que l'IA finalement va s'adapter à tous les cœurs de métier. Donc voilà pour les dates, le 23, le 30 mars et le 13 avril. Sachez aussi, chers amis enseignants, que Technofuturtique a déjà des formations IA et ChatGPT à vous proposer. Une première formation qui s'appelle Intelligence artificielle et éducation. Quels outils, quelles activités? Elle est donnée par le grand, le magnifique Laurent Di Pasquale qui était ici dans le chat et qui a répondu à énormément de questions. Elle durera 1 ou 2 jours, c'est à destination du secondaire. On en aura plus pour ce qui est développement d'applications basées sur ChatGPT avec Michael Persson, que ce soit prof ou étudiant de haute école. Ça dure 3 jours. Là, ce sera plus dans tout ce qui est développement. Et puis intégrer ChatGPT et l'IA dans le supérieur. Donc voilà, destination du supérieur, qui sera donnée par Jacques Follon, professeur à l'ICHEC pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour tous les contacts, enseignement@technofuturtique.be. Et alors, une autre formation aussi qui se donnera, celle-là à distance, c'est si vous voulez intégrer la recherche, la veille et l'usage des ressources web dans vos projets. Il y a un nouveau module justement consacré à l'IA et à ChatGPT. C'est vraiment tout public. C'est une formation qui se fait à distance où vous aurez un coach le 3 avril pour vous aider à différents moments de la journée, mais globalement, vous restez chez vous. Cette formation-là, fatalement, elle se fait à distance, je l'ai dit. Une seule adresse, fad@technofuturtique.be. Je pense aussi qu'on a le lien vers cette formation qui peut vous être mis dans le chat. Voilà, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On va encore prendre le temps de répondre à quelques questions. Bien évidemment, on a encore le temps, mais je vais faire un petit tour du côté du chat. On a énormément de merci à ton attention, hein, Pascal. Ça bouge tellement, il y a tellement de messages que j'ai du mal à en capter, mais voilà, super intéressant. Merci beaucoup. Merci Pascal, à toute l'équipe pour la qualité, la clarté de cette conférence. Merci infiniment pour cet échange très fructueux, nous dit Karim. Merci, à bientôt, nous dit Mathieu. Merci pour ce webinaire. Voilà, merci à vous aussi, cher public, hein, parce que c'est finalement vos retours qui font que nous puissions vous proposer ce genre de webinaire. Et d'ailleurs, en parlant de retour, n'hésitez pas aussi à nous communiquer
via la petite enquête de satisfaction qu'on va mettre dans le chat également. Je vais m'en charger, je ne sais pas si ça a été mis. Mais voilà, un petit form finalement pour savoir quels sont vos besoins de formation. Est-ce que vous aimez ces webinaires? Est-ce que vous voulez que nous en fassions d'autres? Est-ce que vous voulez que, voilà, quels sont les thèmes qui vous intéresseraient? Donc, n'hésitez pas vraiment à répondre à cette enquête de satisfaction. Ça nous permet de nous améliorer, mais aussi finalement de vous proposer des contenus qui vous intéressent. Donc voilà, pour les petites formalités d'usage. Je vais reprendre quelques petites questions. Alors, il y en a énormément. On ne saura pas tout traiter, mais voilà, on essayera de répondre au fur et à mesure dans cet onglet questions, même si vous revenez en replay plus tard. Il y a moyen qu'on réponde à vos questions. Donc voilà, on pourra y répondre petit à petit. Donc voilà, si on ne répond pas à votre question aujourd'hui, on essayera de le faire a posteriori. Je vais prendre du coup quelques questions, Pascal, si tu es d'accord. Si je ne sais pas, je demanderai à ChatGPT. Tu peux, hein. Donc, je vais prendre des questions et je vais faire parler la démocratie. Je vais prendre des questions qui ont été les plus votées, hein. On va utiliser les fonctions de Livestorm. Question de Guy qui dit quels sont les risques, à mon avis, et solutions face à la fracture numérique plus importante encore entre ceux qui auront accès à ces IA, version payante, et ceux qui n'y auront pas accès. C'est vrai que c'est une question qui a le droit d'être posée, surtout dans l'enseignement également. Ouais. Donc, merci pour cette remarque vraiment pertinente, hein, parce que c'est vrai que la marchandisation de ce type de service, on le voit bien, ne va te faire que contribuer à cette forme de fracture numérique. Là, pour le coup, alors je ne sais pas très bien si c'est la fracture de premier ou de deuxième niveau. Il me semble que c'est plutôt la fracture de premier niveau. Là, ce ne sera pas tellement la question de l'accès au câble, à la machine, mais juste l'accès en fait aux capacités à payer le service au-delà des services gratuits. Donc ça, c'est une vraie question éthique, là, pour le coup aussi. Après, dans les réponses, on voit poindre ici et là. Il faut savoir aussi quand même que ces solutions ChatGPT à l'origine sont basées sur des modèles ouverts. Donc il y a des solutions qui pourraient se mettre en place pour être des solutions voilà, open entre guillemets. Juste pour donner un exemple, alors je ne sais pas si c'est pas tout, enfin il faut pas prendre ça comme la comparaison absolue, mais on sait qu'il y a des solutions pour animer sa classe par exemple, qui sont des solutions qu'on va trouver dans le domaine du payant. Et on trouve aussi des solutions comme la digitale ou d'autres solutions Framadate qui offrent. Donc heureusement, il y a des gens dans le monde du livre qui continuent à se battre pour donner accès à des ressources de façon ouverte et critique. Donc on peut imaginer qu'il y a des solutions, il y en a déjà quelques-unes qui existent, qui vont s'appuyer sur des démarches de libre. Alors est-ce qu'elles seront aussi puissantes, est-ce qu'elles seront aussi bluffantes que les solutions qu'on est en train de voir maintenant? On ne le sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un vrai intérêt à soutenir des initiatives de ce type-là. Il y a aussi des solutions qui permettent de privatiser ou en tout cas d'être locataire exclusif. On pense aux personnes qui font de la recherche, on pense aux personnes qui font de l'analyse médicale, hein. Il y a des solutions chez IBM, Watson par exemple, qui fait très bien ce genre de choses. Et donc il y aura effectivement à garder ça du coin de l'œil et continuer à soutenir les initiatives ouvertes pour que le plus grand nombre bénéficie, ça c'est sûr. Ouais. Alors je vais faire un dernier tour du côté des questions. Je m'en mêle un peu les pinceaux, c'est pas grave. C'était une question de Sandrine qui disait tiens, quelle piste pour enrichir son enseignement avec l'IA? Nous, ici, du côté de Technofutur, on vous a proposé différentes formations. Je ne sais pas si tu as d'autres ressources à proposer. On en a déjà proposé énormément aujourd'hui. Oui, je pense à une ressource qu'on a pointée, par exemple, dans le Padlet qui est cité dans la présentation. C'est le Padlet qu'on référence sur la page du blog du LLL. Il y a je pense à 2 articles en particulier qui sont les articles d'enseignantes qui expliquent très concrètement comment elles vont utiliser ChatGPT pour produire des travaux qu'elles vont soumettre à leurs étudiants en leur demandant d'adopter une approche critique et de construire et de documenter à la fois le processus qui les ont amenés à faire des modifications sur le texte qui est proposé. Je vais donner un exemple concret, c'est des histoires de dilemmes. Je conduis un autobus avec des enfants. Et puis, pour sauver cet autobus, j'ai le choix entre écraser une vieille dame à gauche ou deux jeunes gamins à vélo à droite. Qu'est-ce que je fais? Quel est mon raisonnement? Comment je construis mes choix? Elle propose de demander à ChatGPT de produire ces situations et ensuite à ses étudiants de discuter de la manière dont le raisonnement aurait pu être fait autrement, si le raisonnement convoqué est correct, etc., et comment il pourrait être amélioré.
Donc ça, c'est des exemples tout à fait concrets qui existent et qui sont documentés notamment dans ces articles-là. Écoute, merci Pascal pour toutes ces ressources qui sont dans le PowerPoint. Et je vois Flore qui nous dit pourrait-on avoir accès au PowerPoint? Heureusement que vous êtes là, Flore, parce que j'allais partir et oublier de dire comment y accéder. Il suffit de vous rendre dans l'onglet Apps. Vous voyez à côté de chat, questions, sondage, vous avez un onglet avec 3 petits points. Apps. Ensuite, vous avez partage de fichiers. Et là, vous pouvez télécharger les slides gracieusement mises à votre disposition par Pascal. Donc voilà, et tu as des pouces d'ailleurs levés pour te dire merci Pascal. Nous allons, et il est dans le Digipad aussi en plus, donc voilà. On a eu une équipe très très complète dans le chat, Pascal, hein, Ouais, vraiment Jonathan merci et à Laurent Laurent et ont à fait Jonathan pour leur présence. Parce que un énorme travail, que ce soit au niveau des questions, enfin des réponses aux questions, parce qu'il y en a eu énormément, ils ont vraiment répondu à beaucoup de questions. c'est extrêmement confortable. Merci à tout le monde. Mais écoute, merci à toi, Pascal. Je vous remercie encore une fois dans le chat. Voilà, merci public. Et Christelle nous dit grand merci pour cette conférence. Belle soirée entre humains. Voilà, Camélia, top, merci. Les slides sont très riches, plein de ressources, encore une fois. On va conclure ici. Passez toutes et tous une belle soirée. On espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir, à bientôt, bonne soirée. Prenez soin de vous.